Émission 874. Cette semaine, Whatever Happened to the Fantastic Four? En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ben oui, l'ensemble. Benoît Mercier au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres, des fois, se disent, tout ce qu'il y a à dire, c'est ouais. On est là. On est là. Ouais, c'est ça. Je vais le présenter à l'instant. Le premier podé est dans son ADN des contenudistes et des voyeurs de vue. Yannick Belzile est avec nous. Salut Yannick. Bonsoir Benoît. Merci Yannick d'être là. Ça fait plaisir. L'équipe est encore en pause. Mm-hmm. La semaine prochaine, Simon Chénier est supposé revenir. On va parler de X-Men 97. Oh yeah. Du gros shtick. Mm-hmm. En attendant, on parle quand même de gros shtick. On parle de Fantastic Four. Oui, Ryan North. Yes. J'ai bien aimé. Peut-être que je m'avance un peu, mais j'ai bien aimé. On est avec toi cette semaine. On va parler de trailer. On va parler de petites nouvelles ici et là. Mais juste avant, pour les gens à la maison, on commence en fort avec un speak pipe, donc un message vocal qui a été laissé par un auditeur. Son nom, c'est Louis Carl. Louis Carl est un auditeur de longue date. C'est aussi un membre de notre Discord, membre actif de notre Discord. Et il est aussi derrière le Salon du livre des Premières Nations. Donc, il voulait nous faire une invitation. Il m'a demandé s'il pouvait faire ça pour nous autres. Puis je dis, oui, vas-y, mon Louis Carl. Alors, il nous a laissé ça. On va écouter ça et on revient dans quelques instants. Coucou les mystérieux, ici Louis-Carl Sioui, auditeur de longue date et directeur du Salon du livre des Premières Nations. J'aimerais inviter tout le monde à la 13e édition qui va se dérouler à Québec du 14 au 17 novembre, soit cette semaine. Avec une trentaine d'auteurs autochtones de partout au pays, ce sera le plus grand rassemblement du genre au Québec ever. Cette année, on est bien fiers d'avoir avec nous l'autrice Eden Robinson, dont la série fantastique Trickster a été adaptée à la télé par la CBC, de même que Drew Eden Taylor, qui va nous parler de son plus récent roman d'horreur, Cold. On va aussi présenter une exposition portant sur la BD 500 ans de résistance autochtone de Gord Hill. Table ronde, dédicaces, ateliers, animation jeunesse, spectacles littéraires originaux, dont notre premier happening Indie Queer avec entre autres Billy Ray Belcourt, Joshua Whitehead et Shane Michael. Le Salon du livre des Premières Nations, c'est une quarantaine d'activités dans une dizaine de lieux différents à Québec. Pour tout savoir, consultez notre site web à littératureautochtone.com et cliquez sur Édition 2024. La plupart des activités sont gratuites, sauf les spectacles qu'on charge un coût minime. Au plaisir de vous y voir. Salut, je t'ai fait une combinaison. Salut Louis-Carl. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça a l'air vraiment cool. Louis-Carl me disait aussi en message privé qu'il y a une grande représentation du genre au sens large dans la littérature autochtone. Donc, ça a l'air vraiment fantastique comme événement. Allez faire un petit tour dans le coin de Québec si vous êtes dans le coin durant du 14 au 17. Allez consulter site Internet pour l'ensemble de la programmation. Merci beaucoup à toi, Louis-Carl. On va commencer avec toi, mon cher Yannick, dans les nouvelles. Quoique c'est pas vraiment une nouvelle. Tu veux-tu commencer avec ton boy? Mon boy, je vais parler de un de mon personnage fictif préféré, bien sûr. Oui, ton boy. À chaque fois que je viens au Mystérieux, j'essaie de prêcher, ma foi, pour mon boy, Mm-hmm. qui a eu pour la première fois depuis longtemps un numéro 1. Un vrai numéro 1. Un numéro 1 sold out. Mm-hmm. Qui est arrivé. Je parle ici de Absolute Superman. Yes. Qui est écrit par Jason Aaron et illustré par Rafa Sandoval. Qui fait partie, bien sûr, de l'initiative de Absolute DC. Il y a des gens qui sont peut-être un peu mélangés parce que, tu sais, Absolute, c'était aussi comme le nom pour un format prestigieux d'édition de certains comics. Mais là, il y a une ligne, une nouvelle continuité qui s'appelle Absolute, qui maintenant, en ce moment... consiste de Absolute Batman, Absolute Wonder Woman et maintenant Absolute Superman. Yes, on a parlé la semaine passée avec Étienne Forêt, on a parlé principalement des deux premiers titres parce que Absolute Superman n'était pas encore sorti, il y avait seulement un preview qui était disponible en ligne sur l'application DC Infinite, l'application de comic book, et autant Étienne et moi, on avait bien aimé les interprétations de Batman, celui de Wonder Woman. Tu m'avais dit aussi avant l'émission que tu avais lu celui de Batman. Puis juste pour spécifier, Absolute, pas contrairement parce que c'est rendu la même chose, là, mais
ça se passe dans un univers parallèle, mais ça fait partie aussi de l'initiative littéraire de la maison d'édition de DC qui va se développer dans les prochaines années. Donc, les univers sont comme un peu connectés, puis ils vont finir par se croiser, c'est sûr. Ouais, ben c'est ça, c'est comme... c'est pas... prendre ce qui était la continuité originale et la mettre au vidange. La continuité originale continue avec des nouveaux... certains, c'est des séries avec des nouvelles équipes, avec des nouvelles histoires, c'est vraiment des nouveaux storylines qui, à date que ceux que j'ai lus, sont vraiment le fun. Retour de la Justice League aussi, qui était absente pendant un moment dans les pages de DC. Pendant une couple d'années, oui. Ouais, pendant une couple d'années. Mais quand tu vois, comme tu sais, j'ai lu les deux séries de Superman, Action Comics puis Superman aussi, qui sont bien. Mais là, il y a Absolute Superman qui est sa propre continuité, son propre univers. Et la prémisse de l'univers de Absolute en général, c'est qu'on a... les héros sont là, ils ont leurs traits principaux de personnalité, de personnage, mais ils existent dans un monde qui est plus sombre, où ce qui sont les underdogs, où ce qui sont que la pente est devant eux. Et dans le cas de Absolute Superman, on deal avec un Superman qui est non seulement pas autant puissant, mais ne semble pas avoir grandi avec les Kent, c'est sous-entendu. La présence ou l'absence des Kent est encore... Est à confirmer. Est à confirmer, ou c'est un mystère, justement. Qu'est-ce qui est arrivé aux Kent dans cet univers-là? Parce qu'on revisite des éléments de son origine, puis pour l'instant, dans le premier numéro, on sait certains trucs. On connaît l'origine de ses parents, par exemple, qui étaient d'une classe, qui était une sous-classe dans le Krypton de cet univers-ci. Oui. Mais on ne sait pas s'il a été élevé par les Kent. Ses pouvoirs ne semblent pas être complètement maîtrisés également. Il semble nécessiter une période de chargement. Ses extrémités vont s'illuminer, il ne peut pas utiliser ses écrans, voyons pas son Heat Vision. Son Heat Vision d'une façon contrôlée. Donc c'est un Superman qui est très raw, très cru. Puis à date, je dois dire, je suis très intrigué. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Premièrement, j'ai trouvé que c'est très comme le Superman de Action Comics numéro 1 qui sortait en 1938. Tu sais, que si tu lis ce comic-là, il est décrit comme le champion de l'opprimé. Puis c'est ça, comme dans ce premier numéro-là, on le voit qui est au Brésil en train d'essayer de faire justice pour des gens qui sont écrasés par une compagnie minière pour les forcer à travailler dans les mines, ça met leur santé en danger. Ouais, c'est rempli d'asbestos. Ouais, c'est ça. Puis là, Superman essaye comme de les sauver, puis même justement comme forer la mine pour eux autres pour trouver des diamants. Mais en fait, non, je pense qu'il écrase le charbon et il fait des diamants pour eux autres. C'est exactement ce que j'ai pensé. Oui. Pour leur donner des moyens financiers comme poursuivez-les ou vivez de façon indépendante de fortune. Je m'en fous, mais sortez-vous du pétrin avec cet argent-là. Et cependant, il est attaqué par une genre d'armée privée qui a des relents ça ressemble un peu, ma foi, tristement, à la vraie agence d'immigration aux États-Unis, le ICE. Ouais, qui va juste s'empirer dans les prochaines années. Mais oui, absolument. C'est ça. Tu sais, je me rappelle d'avoir vu, il y a quelques semaines ou quelques mois, sur certains forums de Superman ou des groupes de Superman, de voir des fans de mon âge ou plus vieux. Ils sont comme, pourquoi il faut qu'un nouveau Superman soit dark? Puis moi, ce que je dis, c'est comme, on dirait pas que Superman va être dark. On dirait juste que le monde autour de lui va être plus dark. Puis je pense que ça, c'est un peu nécessaire pour aller chercher un nouveau public ou un public plus jeune. Oui. Parce que je pense que ça représente plus le monde dans lequel on est, c'est ça. Grandit comme, tu sais... c'est une affaire que j'ai pensé puis que j'ai parlé auparavant dans un podcast, mais tu sais, quand il y a 2 ans, lorsque j'avais 42 ans, j'ai réalisé que ma vie était comme drette là. Il y avait égal... le temps qui reste. Non, il y avait égal le temps avant le 11 septembre et après le 11 septembre. Ah, fuck. Puis que j'ai vu à quel point qu'il y avait... Tu sais, il y a toujours eu des affaires terribles, mais mettons que jadis, avant ça, je peux dire que j'ai grandi à une époque, j'ai eu des affaires qui me faisaient peur puis qui m'angoissaient, mais qu'il y avait une certitude, une certaine sécurité qui n'est pas là depuis. Qui est offert par la jeunesse, l'ignorance, et aussi le fait que je crois que les médias sociaux étaient moins au fait qu'aujourd'hui. Ben, il y a ça. Mais là, il y a plein de jeunes qui n'ont pas grandi comme ça, pas en tout. Et je pense que la fantaisie du super-héros, qui est quelqu'un qui vient... qui est une entité qui est plus forte que toi, puis qui est moralement correcte, bienveillante, puis qui va t'aider, puis te protéger, ben, faut la reformuler
autour de ce monde-là qui existe maintenant. Puis je pense que le Absolute, comme le nouveau Ultimate Marvel aussi a été créé, c'est comme des bonnes versions intéressantes de tout ça. Puis justement, comme le nouveau Absolute Superman aussi, je trouve que c'est vraiment bien réussi. Il y a, sans révéler, là, on a parlé beaucoup, je ne vais pas révéler comme le cliffhanger final, mais on voit, c'est le point de départ de la version de Lois Lane de cet univers-là, qui est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ouais. Puis il y a aussi, moi, regarde, je suis un gros fan de Superman, c'est mon boy, comme je dis, mais je peux dire qu'à chaque fois qu'il y a un reboot, les affaires de Krypton me sont généralement tout de même un peu ennuyeuses. Dans quel sens j'aurais cru qu'au contraire, t'es un peu... pas affamé, mais que tu as envie de voir une nouvelle interprétation. Ben, je suis pas contre, mais souvent... C'est le côté le plus faible, selon toi. C'est le côté qui m'intéresse le moins. Mais là, ce que je trouve, ce qu'ils font... ce qu'ils ont fait très bien dans Solo, celui-là, oui. Superman, c'est que là, ils ont vraiment comme fait raccorder... Krypton, on apprend que ses parents sont dans une classe ouvrière, mécanique. Considérée inférieure, qui est plus dans la maintenance, contrairement à la caste scientifique, qui elle est la plus haute caste de l'univers de Krypton. Ouais, la société de Krypton. C'est ça qui est scientifique, oligarchique, toutes ces affaires-là. Puis cette création-là, ben, en fait, ils sont comme... Les parents biologiques de Superman sont maintenant une autre paire de Kent aussi, mais sur Krypton. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais. Puis la symbolique qu'ils font avec ça, puis d'où le logo de Superman vient. Ça, j'ai trouvé que c'était comme un bon retournage de boulette. Oui, ça revient, comme tu disais tantôt, à l'origine du personnage dans les années 30. Donc, le champion du peuple, celui qui est proche, justement, du peuple, qui n'est pas au-dessus de lui, qui ne vole pas au-dessus de lui de façon métaphorique, mais aussi figurée, mais aussi concrète. Mais il n'est pas aussi... il est comme Jésus. Ouais. Un peu ce que Grant Morrison a fait avec le New 52. Pas le New 52, mais son Action Comics. Son Action Comics en 2011. Là. Oui, c'est ça. Comme lui, il l'appelait comme... ça, c'est mon Superman Bruce Springsteen. Là. Il a des bottes de travail, puis il est en jeans. Puis il chante. Puis, exactement, il chante très bien. Ouais. Fait que... c'est ça, il y a juste un numéro qui est sorti à la date. Moi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'en lire plus. Ça regarde très bien pour ça. Puis c'est ça, moi, c'est vraiment l'idée de pousser ça dans une version moderne du Superman de 1938, tu sais, qui bardassait des millionnaires puis qui pitchait des criminels à travers des murs, puis qu'il était comme terre à terre de cette façon-là. Puis là, je trouve aussi que, tu sais, avec tout ce qu'il y a autour, il y a aussi un bon mélange de patentes de science-fiction le fun, mais en restant terre à terre en même temps. Tu sais, je trouve les aspects du personnage sont comme servis d'une façon intéressante. Là, il n'est pas encore Clark Kent, où ce personnage-là ne semble pas avoir une identité secrète. Non. Fait qu'on va voir comment ça va dérouler. Mais je suis curieux de voir il y a tout un terrain. Moi, c'est ce qui me plaît de la série. Autant le storytelling est parfait là, parce que Jason Aaron, c'est quand même quelqu'un qui a fait ses classes, qui est dans le comic depuis longtemps, mais il y a tout un potentiel dans cette série-là de storytelling, de développement, parce que le Superman qu'on a dans l'univers consensuel est établi. Il est là depuis longtemps, c'est champion du peuple, le monde l'aime. Bon, il y a une maintenant, il y a une famille qui est plus grande que jamais. Exactement. Le gars, sa vie est établie. Ce Superman-là est non seulement plus jeune, mais sa legacy ou sa réputation, elle n'est même pas encore mise en place. Les gens ne savent pas qu'il existe. On se doute qu'il est présent, mais on le sait pas. Le public ne sait pas qu'il existe. Et je sais pas pour toi, mais moi, ça me dérange pas qu'on aille jouer dans le power set également. Qu'on joue un peu dans... C'est quoi son niveau de puissance? Est-ce qu'il est infini? Est-ce qu'il peut... Il est vraiment invulnérable? Comment ça fonctionne? Moi, le fait que ses extrémités shine... Je veux savoir qu'est-ce que ça signifie au niveau de son power set. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben moi, j'espère qu'il va pouvoir faire des champs de force. Ouais, je vois parce que moi, je trouve si un pouvoir que Superman devrait avoir, puis il a tous les pouvoirs, ça serait de pouvoir vraiment comme faire une barrière qui peut protéger encore plus de monde. Moi, thématiquement, je trouve que c'est quelque chose qui serait approprié avec ce personnage-là si tu avais à y ajouter un pouvoir. Mais justement, tu sais, ça aussi, les niveaux de pouvoir, tu sais, encore là, en 1938, Superman, il pouvait juste sauter à 1/8 de mille. Puis au début, il y avait juste une vue rayon X. Puis tu sais, le Heat Vision, au début, c'était « je concentre la chaleur de ma vue rayon X en un rayon pour en faire... » Tu sais, il fallait que... Fait que le fait qu'il est plus pared down, je trouve ça intéressant. Puis même au début du comic, tu vois qu'il dort dans une genre de shack. De cabane avec
un morceau de ton costume qui est comme extraterrestre, intelligent, qui sort dehors pour ramasser capter les rayons du soleil. Pour le recharger. Ouais. Fait que là, je pense aussi, on dirait qu'il y a une situation plus batterie qui doit recharger. Son suit aussi semble être conscient. Il semble avoir une intelligence artificielle qui est derrière. Il semble avoir quelque chose qui lui parle. Est-ce que c'est une conscience? Est-ce que c'est dans son suit? C'est un genre de Jarvis, j'aime bien. Je suis vraiment intrigué. Le dessin est magnifique aussi, on n'en a pas parlé. Oui. Autant la couverture de... Comment c'était quoi son auteur? Le nom, c'est Raphaël Sandoval. Sandoval, que je ne connaissais pas, mais la couverture est magnifique. C'est un Superman avec une cape en poussière qui est dans un champ quelconque. Là, on pense que c'est le champ des Kent, mais non, ça semble être le champ de sa famille natale. Là. Oui. Aussi un Superman qui oublie d'où il vient. Il semble être confus par rapport à ses origines. Il l'a dit 2-3 fois qu'il ne se souvient pas de qui il était. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Est-ce qu'il dit qu'il ne se souvient pas de où il vient de Krypton, ou il parle des Kent là-dedans? Tout ça est à développer, puis j'ai vraiment hâte. Tu parlais aussi du fait que c'était plus dark. C'est dans l'ADN des 3 séries absolutes. On se souvient, on en a parlé la semaine passée, mais Darkseid lui-même s'est infusé dans cet nouvel univers-là. Donc, c'est pour ça que c'est comme juste tout est à 20 là, au niveau du spectre de la noirceur. Exactement. Puis, j'ai vraiment hâte de voir le reste. Tu sais, avec des trucs comme ça, on en parlait avant d'allumer les micros. Tu sais, c'est OK, tu peux avoir un gros bang au début, une grosse explosion au début, puis voir qu'est-ce qui arrive. Mais après, il faut que tu maintiennes la vapeur, puis tu rendes ça intéressant. Tu sais. Puis, il faut que ça trace aussi son propre chemin. Tu sais, ça serait dommage si toutes, mettons, les versions absolutes, l'ultime but serait de se rapprocher des versions classiques des personnages. Il faut comme qu'ils inventent toutes leurs propres affaires. Comme, tu sais, ce Absolute Superman-là, je pense qu'il faut qu'il devienne un genre de Clark Kent avec peut-être une identité secrète. Un Clark Kent avec une identité secrète. Mais quelle est cette identité secrète? C'est quoi le twist moderne ou différent ou intéressant de ça? Ça pourrait être qu'il ne devient jamais Clark Kent, mais là, je pense qu'il te manque quelque chose s'il n'y a pas comme une identité plus connectée à l'humanité. Mais bref, c'est comment qu'il continue ces affaires-là. Tu sais, je pense beaucoup à Ultimate Spider-Man dans le temps de Brian Michael Bendis, que j'ai relu il y a quelques années, que j'aime beaucoup. Puis, tu sais, il ramenait toujours des concepts classiques originaux de Spider-Man, mais il est twisté d'une façon ou de l'autre, puis il continuait de raconter sa propre histoire avec ce Peter Parker-là. Tu sais, éventuellement, ça l'a mené à Miles Morales. Tu sais, il a vraiment été comme dans son propre chemin, puis je pense que pour le moment, Absolute, c'est très intéressant, puis j'espère que ça va comme continuer, que tu sais, ça va pas comme genre juste durer 2 ans puis perdre du juice. T'sais. Non, c'est censé, en fait, l'initiative Absolute, là, ou plutôt tout ce qui se passe en ce moment dans le DCU, ça semble être tracé pour les prochaines années. Ça semble devoir se développer sur plusieurs années. Puis comme toi, j'espère qu'on va... Là, c'est normal, là, tu as 3 nouveaux titres, 3 figures importantes du comic book. Il faut qu'ils se démarquent de leur personnage d'origine. Il faut qu'ils prennent leur propre take. Il faut qu'on y arrive avec une certaine intensité. Mais tu peux pas maintenir cette intensité-là tout le long. Il faut que tu amènes d'autres éléments que du rock en background, puis genre... du sang et d'une violence extrême pour que ça reste intéressant. Il y a quelques personnes qui disent que ça grisille en ce moment sur le live. Malheureusement, je peux rien faire. C'est la plateforme de Restream. Restream est en une nouvelle version 2.0 de son diffuseur là, qu'on utilise. Là. Il n'y a absolument rien. Nous autres, j'ai pas contrôle là-dessus. Fait que je suis désolé. Je ne peux malheureusement rien faire là-dessus. C'est leur plateforme à eux qui semble avoir des petits pépins. T'as-tu autre chose à rajouter sur Absolute Superman, Yannick? Non, absolument pas. Je crois que c'est la semaine prochaine, c'est Absolute Batman 2, je crois. Déjà? Bien. Ouais, ça fait un mois. Ça fait un mois. Ça fait un mois, ben oui. On est comme été habitué aussi à une époque où que les gros comics, c'était pas tout le temps mensuel, c'était pas tout le temps en tête sur une cédule mensuelle, mais non, ils ont l'air d'y arriver pour le moment. Oui, ils ont l'air pas... D'ailleurs, c'est ça que je trouve bizarre. Autant Superwoman, Wonder Woman que Batman, les 2 versions absolutes, les numéros étaient disponibles sur l'application DC Infinite, mais Absolute Superman ne l'était pas à part la version preview. Ben, c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a aussi, il y a pratiquement il y a un mois... Batman and Robin Year One aussi était disponible en entièreté sur DC Infinite bien avant que, tu sais, comme contrairement à d'autres comics récents. Fait que je pense qu'on dirait qu'ils...
peut-être qu'à l'occasion, ils choisissent comme un titre de la semaine, puis ils le mettent direct sur l'app. Et regarde, moi, je suis bien content. Oui. Je t'en parlerai de Batman and Robin Year One, j'ai adoré ça. D'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent, il y a des paliers différents là, d'abonnement pour DC Infinite. Donc, il y a un abonnement qui permet d'avoir accès plus rapidement aux numéros sortis. Oui, ça prend un mois. Ça prend un mois versus Marvel Unlimited, 6 mois, quelque chose comme ça. Ça prend, je pense, peut-être 3 ou 4 mois. Je sais que sur Marvel Unlimited, où il me semble qu'il n'y a pas d'autres paliers, c'est 3 mois, je crois. Ou peut-être d'ici c'est 3 mois, puis Marvel, c'est plus long. En tout cas, bref. En tout cas, vous voulez payer plus, vous allez pouvoir avoir les comics plus à l'avance. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible pour DC. C'était pas possible dans le temps. Mais si vous abonnez à travers la plateforme Marvel Unlimited, à travers l'application d'iOS, donc l'univers iOS, maintenant, vous allez payer 30% de plus. Donc, ce que je vous suggère, si vous voulez essayer l'application de lecture de Marvel, donc la lecture des comics en numérique, abonnez-vous à travers votre furteur, puis connectez-vous après à partir de l'application. Ne créez pas votre compte à partir de l'application. Pour ce qui est de DC, jadis, quand l'application est devenue disponible, c'était pas possible. Il fallait absolument passer par l'app pour pouvoir créer son compte. Je ne sais pas si on réglé ce problème-là depuis. Mais c'est sûr que si vous le faites maintenant, là, si vous créez un nouveau compte, parce que ça va être juste le nouveau compte que ça va affecter, vous allez payer un 30% supplémentaire sur vos frais. Puis ça, c'est complètement aberrant. Pour moi, 30%, c'est comme une logique de psychopathe. Mais c'est ce que Apple a décidé. Ça fait partie de leur nouvelle initiative, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une triste nouvelle. On parlait de quelque chose de dark, puis on va parler de quelque chose de dark encore, mais le décès de Tony Todd, que vous avez certainement entendu, vu passer sur les internets, si vous suivez les Mystérieux Étonnants, qui est décédé à sa maison de LA le 6 novembre dernier. Il avait 69 ans, quand même... j'ai envie de dire jeune, encore 69 ans. Ça a été confirmé sa mort par sa femme Fatima et son agent. C'est un acteur qui a eu, d'innombrables rôles, non seulement au théâtre, mais à la télévision, également au cinéma. Il est surtout connu pour son rôle de Candyman, le film qui l'a fait connaître en 92, et ses suites. Et le requel de 2021, qui est excellent. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'avais trouvé ça bien. Très bien. Un bon requel. Donc, un genre de reboot, mais pas un reboot. On rend hommage à ce qui s'est passé avant. Puis, vraiment, franchement, un film assez intéressant. Aussi son passage dans le 7e épisode de saison 1 de Smallville, Jitters. Oui, il a fait beaucoup de TV. Je me souviens pas de cet épisode-là particulièrement. Malheureusement, je m'en souviens. C'était quoi déjà, celle-là? Il jouait justement un homme qui avait été essentiellement empoisonné par son travail dans la manufacture de pesticides des lutteurs. Puis là, à cause de la kryptonite, puis là, il shakeait de façon incontrôlable. Puis il faisait comme, ma foi, exploser des affaires tellement il shakeait. Il pouvait plus tenir son enfant. Et puis il a fait une prise d'otage. Alors que l'école secondaire visitait la manufacture. Je me souviens d'un épisode, en fait, il a joué dans X-Files où il était un ancien soldat qui avait été... on a fait des expérimentations sur lui. Puis lui, puis son squad, malheureusement, c'est arrivé à beaucoup de soldats dans l'univers de The X-Files. Oui, mais c'est l'épisode où les soldats ne pouvaient plus dormir et lui contrôlait un peu l'esprit de son escouade en utilisant les rêves. Puis écoute... Mulder avait une explication pour ça, là, je te garantis. Sleepless dans saison 2. C'est le premier épisode avec Krychek dedans. Oui, c'est vrai, Krychek était déjà dans la saison 2. Dans ma tête, Krychek arrive à saison 4, mais il arrive très vite. Mais non, il arrive en saison 2. Petit crotté de Krychek. Il a joué aussi dans 21 Jump Street quand même, Night Court, on vient de le mentionner, NYPD Blue. Et moi, par contre, l'épisode qui m'a le plus marqué au-delà de l'épisode de Smallville ou aussi de X-Files, c'est l'épisode de Visitors dans la saison 4, épisode 2 de Star Trek Deep Space Nine, où il joue une version plus vieille du fils de Cisco. Et c'est tout un rôle tragique. Genre, c'est l'épisode que vous allez brailler en écoutant Deep Space Nine. C'est une super lettre d'amour pour la relation d'un fils et de son père. Et c'est Tony Todd qui incarne le personnage de Jake, le fils de Cisco, pardon. C'est excellent. Final Destination aussi. Oui. Il a joué dans celui de 2000, il a joué dans les suites, et il va jouer dans la version posthume qui va paraître prochainement. Je pense que c'est Bloodlines ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a un nouveau Final Destination qui s'en vient, messieurs, dames. Donc, un grand. Il est mort d'une longue maladie, on ne sait pas c'est quoi. La raison pourquoi on ne dévoile pas, c'est une raison aussi de vie privée, mais on ne veut pas plonger les gens qui ont aussi cette maladie-là
dans le désespoir. Tu sais, les gens, des fois, ils décèdent connus. On n'annonce pas qu'est-ce que c'est parce qu'on veut pas que les gens perdent espoir. Donc, c'est la raison. Ouais. Puis c'est bien correct. Vas-y donc, mon cher Yannick. Écoute, moi, je vais aussi parler... je vais parler de quelque chose qui est arrivé, ma foi, à la télévision québécoise hier soir. Je parle bien sûr de l'expulsion de Mamadou et Maude de l'Occupation Double. Il était bien sûr un de ces rares couples OD amitié. Puis ce qui est vraiment frappant dans l'épisode, c'est que Maude, elle a avoué ce que beaucoup de flairaient sur Internet, c'est qu'elle était potentiellement déjà matchée avant de venir à l'émission. Ce qui explique pourquoi elle n'a pas essayé de rentrer en relation avec personne, même pas avec le bon Mamadou, un homme qui a les bras exactement pareils comme des figurines de He-Man. C'est incroyable. Wow. Bref, c'est un revirement. Tu m'en prends des choses, Yannick. Ce revirement-là était incroyable. Oui. Puis, une fois qu'ils ont été expulsés, on pensait tous à être Nick et Anna qui allaient sortir. C'était bien sûr le move stratégique à faire. Bien sûr. Félix l'avait calé que ça serait ça, mais que tout le monde les a trahis. Fait que finalement, tu sais ça, c'est Maude puis Mamadou qui sont sortis. Fait que c'est ça, c'est mon petit OD report. Tu me fais plaisir, j'ai rien compris de ce que tu viens de me dire. Écoute, dans OD, il y a un gars qui ressemble à Jack Reacher qui s'appelle Félix, qui est la seule personne qui est capable de penser cartésiennement face à l'émission, puis qui décortique. Il dit tout le temps à toutes les autres couples, mais moi, je vais voter contre vous autres pour vous sortir parce que moi, je veux gagner, logiquement. Puis les autres sont comme, mais là, pourquoi il est méchant de même? Parce que c'est un sociopathe. Ben, il est pas un sociopathe. Ben, il est pas un sociopathe, mais il est plus comme, on est dans un jeu. Là, je suis là pour oui, gagner, c'est ça, pareil. bien sûr. Ben oui. Bref, mais aussi de façon plus importante pour cette émission-ci, parce que je sais que vous parlez pas d'OD habituellement. Non. Ce matin, ma foi, en avant midi... Gauthier l'écoute, par exemple. Gauthier en parle des fois. Je comprends, c'est merveilleux. Pas de jugement de valeur, c'est juste que moi, j'ai aucun intérêt, mais je veux dire, le trailer pour le prochain film, Mission Impossible. Tu m'as fait écouter avant Final Reckoning est sorti ce matin. Un film, maintenant, le 8e peut-être? C'est le 8e, mais c'est comme le 4e film qui est réalisé puis qui est écrit par Christopher McQuarrie. T'sais, au début, Mission Impossible, c'était créé pour être une franchise véhicule pour des différents réalisateurs à chaque fois, mais là, après Rogue Nation, là, Tom Cruise a fait, sais-tu quoi? Ce gars-là, c'est mon gars. C'est ton boy. C'est mon boy maintenant, puis j'ai fait tout avec lui. Puis, je trouve ça très cool. Moi, j'adore les films de Mission Impossible. Tu sais, en termes de films de blockbuster, d'action spectaculaire, je trouve qu'ils ont pratiquement comme pas vraiment d'égal en ce moment, surtout dans ce que eux autres essayent de faire, mettons. Je te dirais que, parce que j'explique ça parce que tu me dis tantôt que tu n'as pas écouté les... Non, je suis vraiment pas à jour dans les j'essaie de t'expliquer pourquoi j'aime ça. Je suis pas en train d'expliquer aux auditeurs qu'ils ont peut-être vu comme si j'étais... C'est moi le câble. Avez-vous entendu parler de ces petits films-là? Là? Je sais pas si tout le monde les connaît. Une petite franchise. Mais qui sont vraiment comme super bien exécutés. C'est une affaire qui est... Moi, je suis passionné à lire sur comment ces films-là sont faits. Puis une affaire qui est intéressante avec Christopher McQuarrie, c'est qu'il dit comme, moi j'écris des outlines pour le scénario, mais pour que ces films-là marchent vraiment et soient vraiment surprenants, faut comme qu'on les réécrive la journée même et ils conçoivent les scènes d'action. Tu sais, ils font pas comme de la prévisualisation en CGI pour les scènes d'action, ils sont comme... La scène d'action, ça va être une poursuite de chars. Ils savent tous les chars qu'ils vont avoir, mais ils l'écrivent quand ils arrivent, mettons, sur le lieu de tournage. Ils sont comme, on a ce bout-là de route, on a ces obstacles-là. C'est comme un peu improvisé en même temps. C'est de l'improvisation. C'est un peu de l'improvisation, mais c'est de l'improvisation faite par des gens tellement talentueux que ça devient vraiment spectaculaire. Puis, tu sais, tous les films sont un peu comme construit de différentes pièces comme ça, puis ils disent souvent comme ils tournent toute l'action en premier, ils s'assurent d'avoir certaines shots où, mettons, Tom Cruise, il tourne la tête comme ça, ils savent qu'à ce moment-là, ils peuvent piper une ligne plus tard pour dire comme faut aller chercher le microfilm, tu sais, comme... Puis ils écrivent le reste de l'histoire un peu en post-production, en rachetant des scènes, et c'est quelque chose que beaucoup de films à Hollywood, beaucoup de gros blockbusters essaient de faire, mais eux autres sont les seuls à le faire de façon... Hautement efficace. Hautement efficace et divertissante, ma foi, à chaque film. Puis, fait que moi, ça reste un gros plaisir d'aller voir ces films-là en cinéma. Je les aime beaucoup. Le dernier, je pense, c'est le plus faible de cette très récente flopée qui est vraiment comme du summum. Là. C'est le premier comme qui commet certains
faux pas ou anicroche, mais ça reste comme du blockbuster léché vraiment incomparable. Puis le nouveau trailer promet ça. Puis aussi, dans le trailer, il y a des images des films précédents que Mission Impossible essaie de pas trop faire ça ou de quasiment pas faire ça, de faire pas de référence aux autres films, tu veux dire? Ouais, de faire des callbacks puis des affaires comme ça. Tu sais, s'ils font un affaire de callback au passé, comme justement qu'ils ont fait dans le dernier, ils tournent des nouvelles scènes, genre. C'est comme s'il y a un flashback à quelque chose, c'est un flashback qui est, mettons, original à ce film-là. Donc c'est quelque chose que l'audience n'a pas vu. Exactement, oui. C'est jamais quelque chose que... OK, dans le premier de Brian De Palma, c'était une affaire qui avait rapport à ça. Mais là, dans le trailer... C'est Brian De Palma qui a réalisé le premier? Le premier, oui. Calice, ça fait longtemps, ça. Puis en 96, Oui, je sais. Je me souviens, j'étais allé voir au cinéma dans le temps. Moi aussi. Et bref, là, il y a un peu une promesse dans le trailer, puis ils ont jamais vraiment fait ça. Mais moi, je trouve ça vraiment excitant qu'ils décident de faire ça. Fait que s'ils pay off cette affaire-là, ça va être... Est-ce qu'ils font ça parce que c'est le dernier ou c'est supposé être le dernier? Toi, tu crois pas que c'est le dernier, tu m'as dit tantôt. Je pense qu'ils veulent le vendre comme le dernier pour créer un genre d'événement avec ce nouveau film-là, parce que le dernier, il avait eu un succès, mais il n'a pas fait autant d'argent qu'il voulait. C'était en pandémie aussi, je pense. C'était après la pandémie, mais tu sais, Top Gun... On venait de sortir, là. Top Gun, oui, il avait sorti. Tellement big que je pense qu'il s'attendait à quelque chose de plus proche de ça que ce que c'était. Et là, je pense qu'ils veulent créer un peu plus un événement, un enthousiasme, mais je soupçonne qu'il y en aurait peut-être un autre par la suite, là, que Tom Cruise va une fois de plus refuser de vieillir et essayer d'en faire... Qu'est-ce qu'il va faire après les films d'action, Tom Cruise? Ben, il y a un grand range, un grand jeu. Là, j'ai hâte de le voir, Mais là, puis c'est ça, puis là, le trailer promet encore de l'action incroyable où c'est lui qui se fait garrocher en dehors d'un avion pour de vrai. Oui, j'ai vu ça. Il est dans un sous-marin aussi. Exactement. Puis le sous-marin, justement, tu vois, le dernier film était comme à suivre. Ce qui est une autre affaire qu'il n'avait jamais faite auparavant. Oui. Fait que là, les affaires du sous-marin, c'est quelque chose qui est dans le précédent. Fait que oui, ça a l'air... je suis excité, j'ai hâte. Restons dans les trailers, comme tu as lancé le Bien bal. Yannick, il y a 2 trailers qui sont sortis récemment parce que DC, pas DC, par exemple, mais Marvel Studios a décidé d'aller stimuler sa base. Ils ont besoin de le faire, d'ailleurs. 2 trailers qui sont sortis. On parle du trailer Thunderbolts et le prochain Captain America mettant en vedette Anthony Mackie. Avec lequel tu voudrais commencer? On peut commencer avec Captain America, Brave New World, parce que c'est le moins. Ça va bien aux États-Unis. Oui, depuis que mardi dernier que président Ross est rentré. Oui. L'ancien général, maintenant président des États-Unis, Thunderbolt Ross est rentré. Là, je pense que lui va amener. Ça, c'est la vague rouge qu'on voulait. Je pense que ça va shape up, là. C'est ça, Je pense que ça va shape up, là, ça va secouer le pays. Make America smash again, mon homme. J'aime pas ces politiques anti-accord de Sokovia. Oui. Ça, je suis un peu contre ça. Mais ces politiques pro-Thunderbolts, par exemple, ça c'est bien. Ça me plaît bien. Oui. Ça me plaît bien. J'ai vu sur le Discord des Mystérieux quelqu'un... En fait, c'est moi qui ai écrit ça? Je me souviens plus. Est-ce que quelqu'un a marqué qui aurait cru que le Red Hulk allait être le pire pas le moins pire des présidents jamais élus? Ben oui, c'est ça. Politique comme joke. Moi, j'aime beaucoup Anthony Mackie. Je dois dire, depuis que je l'ai vu dans le rôle du Falcon il y a plusieurs années, je pense que c'était dans avant Civil War, c'était Winter Soldier. Dans Winter Soldier, oui. J'ai tout le temps trouvé que ce gars-là perçait l'écran. J'ai toujours aimé dans les rôles qu'il a fait, même les films de Netflix de merde qu'il a fini par. Il est souvent dans Pain and Gain aussi. Oui, il a fait plein d'affaires. C'est un bon acteur. Il est excellent dans The Night Before. Donc, il y a un jeu comédique aussi. Il y a des gros souliers à remplir parce que Captain America en tant que personnage, c'est grand, là, c'est un monument. Et les gens aiment l'acteur Chris Evans, son interprétation de Captain America. Donc, c'est comme s'il partait à -20. Puis là, on n'est pas dans le haut de la vague des Marvel Studios. Fait qu'on dirait que les gens ont un certain plaisir à attendre les films qui vont sortir avec un bat de baseball. Puis on scanne plus que jamais les bandes annonces pour déterminer la qualité du film. Moi, j'ai toujours dit, attendez de voir le film avant de le juger. Mais si on est pour juger de la bande annonce comme telle, et là, je ne connais pas encore les résultats parce que le film n'est pas sorti et je ne l'ai pas vu, je suis tout de même intrigué. On semble, en tout cas, dans la bande-annonce, on présente une histoire qui semble être beaucoup axée sur l'espionnage. On parle de Mission Impossible, on est un peu dans ces créneaux-là. L'évolution du dude en tant que Captain America, parce que c'est pas dans la série de Falcon et Winter Soldier
qu'on a vu l'évolution d'Anthony Mackie vraiment en termes de Captain America. On l'a vu, mais on l'a pas vu tant que ça. Il y en a un peu, mais tu sais, le show, ça fait longtemps qu'il est sorti, puis je pense qu'il était un peu dans une giblotte floue, que c'est difficile un peu de se souvenir. T'sais, on se rappelle de John Walker, le Evil Captain America, on se rappelle de quelques affaires, mais l'histoire, le les show répercussions. n'était pas vraiment marquant tant que ça, il était un peu confus. Regarde, le trailer, je le trouve bien, je trouve que ça montre pas le logo de Marvel Studios comme habituellement, non. ça m'a l'air de c'est un trailer comme plus sobre, plus thriller, qui est intéressant. Ça veut vendre plus ça comme les films de Captain America y ont été. Je trouve ça a l'air cool. Ça a l'air cool, je suis intrigué, tu sais. Il y a des effets spéciaux de Hulk rouge qui sont moins bien réussis, mais je pense que déjà là, comme une créature qui a de l'air vrai, qui est rouge, c'est déjà difficile pour commencer. Mais je trouve ça a l'air bien, je suis curieux. J'ai hâte de voir. Malheureusement, il y a un anneau-casque qui se défait puis qui se refait comme par magie, ce qui est un effet qui me rend triste à chaque fois que je le vois. Ouais, moi aussi. Écoute, c'était limite pour moi quand Iron Man le faisait, mais quand c'est rendu que tout le monde le fait, OK, là, je comprends, là, vous voulez vite enlever les casques pour pouvoir voir les visages des acteurs, puis mais ça m'énerve. Faites juste que c'est un truc de geek, là. C'est un pet peeve de geek, là, en ce moment. Ça a pas de charme. Il y a pas de... Si tu le voyais juste, mettons, faire comme faire comme, tu sais, décocher quelque chose, puis il y a un bruit, là, puis là, qu'il l'enlève, puis là, ça se rétracte. En arrière. Go for it. D'accord, tu sais, on dirait qu'il faut que je sache qu'il y a une transformation. Physicalité derrière, Exactement. Mais c'est ça, je trouve que non, ça a l'air correct, tu sais, c'est un film avec une production qui, ma foi, a été bien documentée, qu'ils ont eu beaucoup de troubles. Très, très, très documenté. D'ailleurs, les retours des test audience, ça a été très négatif. Ça a l'air assez catastrophique, même. Ça a été repoussé plusieurs fois. Ils ont retourné des affaires plusieurs fois. Ils ont en tout cas, bref, ils ont fait beaucoup de reshoots. Fait que, regarde, mettons que à cause de ça, avec le trailer qu'on vient de voir, je pense que si le film il est correct, ça va être une grosse victoire. Oui. Ça va être ça va être entre guillemets une victoire. Mais j'apprécie qu'il essaie de le vendre aussi comme une affaire comme plus straight, quasiment stand-alone un peu. J'espère que ça sera ça, que c'est pas juste un montage de bande-annonce qui nous fait croire que ça sera à tendance thriller, spy, espionnage, puis qu'il y aura vraiment ces éléments-là dans le film. Parce que c'est constamment faire du thriller John Clancy avec des super-héros, moi je suis tout le temps là pour ça. Là. Go for it. C'est un bon mélange. Mais la run d'Ed Brubaker de Captain America dans le temps, c'était exactement ça au début des années 2000. Ben là, il commence à en faire des films basés là-dessus. Avec toute cette esthétique-là, il y a le show de Winter Soldier, le film Black Widow, là maintenant ça va être 4 films de Captain America. On pourrait ostiner aussi Secret Invasion, même si ça c'est basé sur un livre de Bendis. C'est plus une série d'espions de la BBC. Oui, parce que le Secret Invasion, comme un peu à la manière de Age of Ultron, on a juste pris le titre de série existante, mais pour vrai, l'ADN des séries ne se sont pas vraiment retrouvés dans l'adaptation dans le cas de Secret Invasion à la télé, puis dans le cas de Winter Soldier au cinéma. On n'avait pas... Winter Soldier est peut-être celui qui se rapproche le plus de ce qui était fait en comique, justement par Ed Brubaker. Mais tu comprends ce que je veux dire. Puis c'est pas grave, là, si je suis pas en train de chialer, là. C'est juste que c'est pas parce que le titre de la série ou le titre du film est basé sur une série qui a été publiée que ça va exactement l'histoire qu'ils vont adapter. Ils savent aussi amener titiller le geek. Je me souviens très bien qu'on a vu Civil War dévoilé par Marvel Studios jadis. Le monde on lose their shit parce qu'on connaissait, nous, les geeks qui l'avaient lu, l'implication derrière. Puis il y avait quand même une certaine adaptation de la BD, mais en soi, le film est son propre truc. Ouais. On va, puis prochain film, Thunderbolts. Oui. Pendant ce qui m'a beaucoup plus excité que celle de Captain America. Moi, j'aime ça, les histoires de underdog. J'aime ça, les personnages qui ont rien en commun, mais qui doivent s'unir parce que situation ou whatever. Colin, je suis intrigué. Ce film-là, je me suis dit, peut-être c'est le film qui va me faire me retourner au cinéma, chose que je fais très peu. Toi, je sais que tu fréquentes les salles assez régulièrement pour ton show. Il est vrai. Oui. T'es allé voir Conclave ce week-end avec mon cousin. Petit Conclave en boys. Puis c'était comment, Conclave? Ouais, c'était très bien. Ah ouais? Ouais.
Ça a l'air d'un film très fancy, mais c'est un petit peu plus thriller aéroport que le market. Thriller aéroport, c'est quoi? C'est le truc que t'écoutes en attendant l'avion? Ben non, ben c'est plus les livres que t'achètes à Ah, l'aéroport. oui, à l'aéroport, oui. Ben, tu sais, des Un Jack Tom Clancy, Reacher, des Tom Clancy, Clancy, des ouais, affaires c'est qui ça. se lisent vite, facilement. tu sais. C'est comme un thriller d'enquête papale. Comme ça, moi. Puis c'est... C'est Alex Rose qui avait décrit, je me souviens, les deux papes, là. J'avais parlé de Two Popes, puis il avait dit, c'est deux papes qui mangent de la pizza. Puis, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Alex. Puis j'étais comme... Puis c'est sûr que j'ai aimé ça. Ben là-dedans, c'est ça. Il y a beaucoup de papes tu vois, qui vape ou qui grillent des clopes. Puis là, ils sont comme, ça peut pas être lui le nouveau pape. Ah, c'est clair que ça l'est. Ça va être lui le nouveau pape. Tu vas dire, tu ne devineras pas c'est qui le nouveau pape. Non, je le délivererai pas. OK. Mais, ça va être Jude là. C'était bien, c'était vraiment bien. Puis c'est drôle parce que, regarde, je révèle quelque chose que je garderais pour les voyeurs de vue habituellement. On est allé, moi et mon cousin Sylvain, et tu ne seras pas surpris d'apprendre que ce thriller papal, ma foi, la majorité de l'auditoire avait des têtes plus grises, mettons. Oui. Et nous, ben, regarde, on s'en vient grisonnant, mais on n'est pas encore gris. On s'est assis toutes les deux, puis là, il y a une vieille dame qui nous a dit « Vous savez que c'est conclave ici. » Fait qu'elle s'est dit, eux autres sont pas dans la bonne salle. Ces jeunes-là peuvent pas être là down avec le conclave comme nous, mais guess what, madame, on l'était tous. Et d'autres, tu viens de me unlocker, tu viens de me débarrer un souvenir quand je suis allé voir Spawn au cinéma dans les années 90 et que devant nous, des vieilles madames, 3-4 vieilles madames se sont assis. Puis on a fait comme, je pense pas qu'ils savent dans quelle salle ça. Ils sont restés. Ben, peut-être qu'ils aiment Todd McFarlane, c'est madame. Ouais, peut-être qu'elle était fan de Todd McFarlane et de la New Wave des Image Comics. Qui sait? Je juge, là, j'ai jugé. J'ai jugé du haut de mes 13 ans. 14, je me souviens plus. Mais revenons à notre Thunderbolts. Toi, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça bien. Moi, ce que je trouve, ce qui est très gagnant, c'est comme, tu sais, le monde aimait ça parler comme, ça allait mal, Marvel, tout ça. Puis, mais tu sais, pour la plupart, le monde n'ont pas un souvenir si négatif ça que du film de Black Widow. Ouais. Encore moins de Florence Pugh dedans. Qui était très bonne dedans. J'ai bien aimé elle. Puis David Harbour, très bon. Dans le rôle du Red Guardian, son père. Puis tout le monde a apprécié ces acteurs-là. Puis je pense que ils ont l'air de formuler le film beaucoup autour de leur relation. Puis ça, je trouve que ce soit Thunderbolts, que ce soit quoi que ce soit d'autre, de faire ça, c'est une bonne idée. Puis aussi de ramener d'autres personnages, puis de créer ce qui semble encore un autre film d'action, tu sais, comme que pas qu'il n'y a pas d'ambition, mais qu'il n'y a pas trop d'ampleur. Oui, c'est pas obligé que la planète saute à chaque fois, là. Ben, c'est ça, parce correct, que ça. Si la planète saute à chaque fois, ben, à un moment donné, est-elle vraiment en danger? Là, faut que tu aies différents niveaux de menaces pour ces affaires-là. Puis, ça, je trouve ça fun de ramener d'autres personnages. Puis, l'apport du Winter Soldier dedans a l'air vraiment bien. Tu sais, on dirait que c'est la version... Essentiellement, c'est les Dark Avengers. Oui, c'est ça. Hein, c'est carrément les Dark Avengers. C'est ça l'affaire que je trouve dommage, c'est que c'est pas le concept original des Thunderbolts de Kurt Busiek et de Mark Bagley qui étaient tous des vilains. Qui étaient tous secrètement des méchants, mais ça justement, c'est un punch que tu pourrais juste faire dans un trailer. Tu pourrais pas le faire dans un film. C'est que ceux qui savent pas, c'est que à cette époque-là, dans les années 90, dans les comics, là, les Fantastic Four puis les Avengers s'étaient battus contre Onslaught. Ils étaient, entre guillemets, disparus, puis ils étaient partis juste dans un autre univers. Mais dans l'univers de Marvel normal, ils étaient considérés comme morts. Fait que là, il y a une nouvelle équipe de super-héros qui est arrivée pour sécuriser les gens, pour redonner espoir aux gens. Les Thunderbolts. Ce qui est un peu le cas de cette équipe-là, parce qu'on ne connaît pas le statu quo des Avengers dans le MCU en ce moment. C'est vrai. Puis là, tu lisais comme un comic avec ces nouveaux personnages-là, avec des designs cool, avec une chimie, puis tout ça. Et à la dernière page, on révèle que justement le chef, c'est Baron Zemo, un ennemi de Captain America, puis tous les membres des Thunderbolts sont tous des super vilains, comme à différents niveaux de l'échelle. Tu en avais des pensez sur Suicide Squad du côté d'ici. Ouais, mais que... Puis c'était comme une équipe de super vilains que leur identité secrète était d'être des super-héros. Puis ça, c'était une intrigue vraiment intéressante parce que tu vois, à travers l'histoire, il y a du monde souvent qui est comme, tu vois, peut-être j'aille pas ça, être un héros, le monde nous aime, puis tu sais, je punch du monde pareil, puis il y en a qui étaient comme, il y avait une qui est devenue un de mes personnages préférés de Marvel, Moonstone,
Oui, c'est qui s'est d'ailleurs réinventé en Captain Marvel plus tard. Exactement, dans Dark Avengers. Elle, qui est une psychologue, elle manipulait un peu toute l'équipe, elle essayait de gérer tout le monde, puis en même temps de gérer Zemo qui est en haut de elle. Puis tout ça, je trouve ça vraiment fascinant. Probablement que ça se prêterait mieux à une série qu'à un film, mais je trouve ça dommage, mais tu sais, comme les films n'ont pas construit une écurie de super vilains pour faire un twist comme ça, fait que je comprends. Fait que ça, je trouve ça dommage, mais sinon, ce qui nous présente là, je trouve ça a l'air de fun. Aussi, comme on n'a pas mentionné, mais ramener John Walker, le Captain America déchu. Qu'on a vu d'ailleurs dans Winter Soldier, Falcon et Winter Soldier. Il y a justement des bonnes affaires mémorables. Il y a des bons trucs qui sont sortis. Comme, encore le monde, ils ont comme une mauvaise opinion de ce show-là. Isaiah aussi, le premier Captain America, c'est ça son nom déjà? Oui. Isaiah Bradley qui est dans... Tu vois, comme le monde a aimé ces personnages-là, fait que là, ils ramènent ces personnages-là dans des nouveaux trucs. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. J'ai hâte de voir j'ai fusionné deux affaires, excuse-moi. Isaiah est dans Captain America Brave New World. Oui. C'est pas dans Thunderbolts. J'ai mélangé les trucs. Bon, mais il garde ça canon. Bob, qui est clairement, puis là, spoilers, de Sentry. C'est sûr que c'est ça. Moi, je suis un gros fan, j'en ai parlé à l'émission, d'espace fictif geek. Comme j'aime la tour d'Avengers. Puis ça m'a tellement déçu dans les films quand ils ont quitté, puis ils ont fait l'espèce de compound dans le reste de l'État new-yorkais. Puis, qui est une shop de Porsche ou de Ferrari pour de vrai. Ça a l'air d'un... Exactement. Ça n'a aucune romance. Ça n'a pas d'âme, pas en tout. Mais là, il retourne, il semblerait, à ce qui est l'ancienne Avengers Tower. Fait est-ce qu'on va présenter cette équipe-là comme des nouveaux Avengers? Est-ce que l'objectif, c'est de les élever à ce statut-là, de remplir le trou laissé par l'équipe? Ben, tu sais, le titre du film, c'est Thunderbolts astérisque. Oui. Je pense que quand que le film va se terminer puis qu'on va voir le titre, ça va, à cause d'Astérix, ça va flipper puis ça pourrait s'appeler Dark Avengers ou New, entre guillemets, Avengers. New Avengers pourrait être possible aussi, ouais. Puis, mais tu sais, si tu décides de faire justement une affaire qui s'appelle New Avengers, mais là, il y a d'autres films qui s'appellent Avengers, quelque chose. Qui s'en viennent, ça risque pas d'arriver, là, mais... Mais non, je suis... Tu sais, on a nommé comme 4-5 personnages qu'on est intéressé de voir, puis c'est ça que ces films-là ont besoin. Absolument, ouais. Puis Sebastian Stan, tu peux pas te tromper avec ça. Mélange d'humour et d'action, c'est la formule Marvel. Je suis bien intrigué. C'est ça. On va rester un peu dans l'univers de Disney, parce que là, je parle d'une propriété de Disney qui est aussi importante que Marvel, quoique peut-être même plus grande. Star Wars, tu as peut-être vu la nouvelle passer, Yannick, mais le scénariste-producteur Simon Kinberg, qui est engagé par Lucasfilm afin de produire et chapeauter la nouvelle série, plutôt une nouvelle trilogie de films de Star Wars qui ne seront pas connectés à la Skywalker Saga. Donc la Skywalker Saga, c'est bien sûr les épisodes de 1 à 9, les épisodes qui ont paru au cinéma, voilà. Donc il va mettre en vedette de nouveaux personnages, quoique de anciens personnages pourraient faire aussi leur apparition. Ça a été confirmé par une source Hollywood Reporter. Hollywood Reporter qui ne fait pas dans la rumeur facile, donc s'ils disent, c'est que c'est de bonnes sources. Après, reste à voir si ça va se concrétiser. Kinberg va écrire, produire aux côtés de Kathleen Kennedy, qui est en charge, bien sûr, de Lucasfilm. Et c'est pas la première fois que Kinberg est, lancé dans l'univers de Star Wars. Il a co-créé avec David Filoni et Carrie Beck la série Star Wars Rebel, excellente série d'animation qui est disponible également sur Disney+. Il a été consultant en 2015 sur The Force Awakens. Et il a été impliqué à différents niveaux dans les films de la série des X-Men pour 20th Century Fox à l'époque. Donc, un gars qui a fait autant du bon que du mauvais. Là, genre son pedigree est assez varié. Là. Il y a eu des flops, mais il a quand même produit des trucs comme Logan, les 2 premiers Deadpool. C'est pas n'importe quoi. C'est aussi quelqu'un qui a un contrat, puis ça, c'est assez exceptionnel, pour travailler sur les prochains films de la franchise de Star Trek. Contrat qu'il va garder malgré tout. Donc, il va faire du Star Trek et du Star Wars, ce qui fait de lui un dieu parmi les hommes. Là. C'est exceptionnel. Peu de gens ont bu des 2 sources en même temps. Non, exact. Il y en a qui ont alterné, comme J.J. Abrams, mais les 2 en même temps, c'est quand même hot. Donc, c'est ça. Je suis intrigué. Il y a bien sûr cette trilogie-là qui s'en vient. Je pense que pour que Star Wars puisse continuer à exister et être sain, être healthy,
On a besoin de s'éloigner des trilogies de la Skywalker saga, ou à tout moins être un peu projeté dans le futur. Ce que le film de Daisy Ridley est supposé faire. Le film de Daisy Ridley est encore en préparation. Il n'a pas été cancellé. Il y a eu plein de rumeurs, mais là, c'est pas le cas. On parle de New Jedi Order. Je l'aime, Ray. Je l'aime, Daisy Ridley. Aussi, Ray. Je veux la voir... comment je pourrais dire ça? Dans un bon film. Dans un bon film, exactement. Dans un bon film à nouveau, s'il vous plaît. On veut pas que la dernière fois qu'on a vu Ray soit Rise of the Skywalker. Non, on aimerait ça d'avoir une nouvelle affaire. Exact. D'ailleurs, Daisy Ridley, l'actrice qui joue Ray, est souvent invitée au podcast Happy Confused Podcast. Happy Sad Confused Podcast. Puis elle donne des super de longues entrevues où elle est très candide par rapport à son expérience dans Star Wars. Et elle a parlé beaucoup de ce qui s'en vient là, avec New Jedi Order, qui est un titre non officiel, c'est un titre d'une série de livres jadis, mais c'est là, on va être dans la mise en place d'un nouvel ordre Jedi, puis ça, j'ai hâte de voir ça. C'est ce que j'aurais voulu voir personnellement dans les épisodes 7, 8 et 9. Petite note, c'est pas la première fois qu'on essaie de lancer une nouvelle trilogie du côté de Lucasfilm depuis la fin de la Skywalker saga. Souvenez-vous que Kathleen Kennedy avait engagé Rian Johnson pour partir sa trilogie que finalement... Il est pas désengagé, mais moi... Moi, j'y crois pas. Ça fait trop longtemps. Ben, il pourrait revenir, mais moi, être lui, je reviendrai pas. Je mettrais pas le pied reviendrai pas, puis... Il y a un knife out, là. Il peut s'amuser. Mais il y a un épisode, je sais pas si tu as écouté Poker Face, sa série qu'il a faite. Pas encore, mais il paraît que c'est très bon. C'est très bon, mais il y a un épisode que c'est facile de projeter que les personnages... C'est les geeks nerds de Star Wars? Non, qu'il y a une femme là-dedans que c'est facile de projeter que c'est une version de Kathleen Kennedy qui tue pour tuer... Qui tue une personne qui représente genre Phil Tippett. Ouh! L'animateur Phil Tippett? Ouais. Il y a un épisode sur que c'est un gars d'effets spéciaux qui se fait tuer, puis ça a rapport à l'ancienne productrice de studio qui ont été sur un film ensemble. Moi, je trouve... En tout cas, tu trouves que c'est ça trop veut rien proche? dire, mais c'est facile de projeter ça là-dessus. Mm-hmm. Moi, je sais pas sa relation avec ces gens-là. Non. Mais aussi de la façon qu'ils se sont tellement dédouanés de The Last Jedi avec Rise of Skywalker. Moi, à être lui, elle retournera pas. Elle ne pas là-dedans. Puis c'est un peu des projets casse-gueule. Il y a sa touche, Rian Johnson. J'aime Knife Out, j'aime Looper. Je suis pas un fan, bien sûr, de son fan. Ben, pas bien sûr, mais je ne suis pas un fan de Star Wars. De son Star Wars, quoique j'ai aimé son audace. Mm-hmm. Mais je ne remettrai pas. Tu n'as pas besoin. Dans sa carrière, n'a pas besoin de ça en ce moment. Puis il y avait eu ce projet-là que finalement, ça risque d'être juste mis sur les étagères pour on n'entend plus jamais parler. Et il y avait aussi des projets de films de Star Wars par les showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Wise, projet qui a été abandonné. Là. Ouais, ça fait longtemps. Une fois qu'il y a eu la hargne pour de la fin de la série, je pense qu'ils ont fait comme c'est quoi, on va laisser faire. Je pense que ça avait été promis avant la fin de la série. Ben oui, après la fin de la série. Excuse-moi. Oui, il me semble que c'est après la fin de la série. Ils ont d'autres projets. Ils travaillent pour Netflix maintenant. Ils ont du Netflix money. Fait que c'est ça. Moi, je suis intrigué. Ben moi, l'affaire qui est intéressante là, c'est que je vois, il y a beaucoup de monde qui sont comme le gars qui a fait Dark Phoenix, Arc. Parce que c'est lui qui a réalisé puis qui a écrit Dark Phoenix. Mais une affaire que moi, j'ai comme d'autres gens entendu entre les branches, surtout à cause que beaucoup de ces films-là de X-Men ont été tournés à Montréal, c'est que Dark Phoenix existe juste parce que le cast aimait... Des contrats? Non, ils avaient tous fini leur contrat, mais ils aimaient tous assez Simon Kinberg pour revenir. Ce qui est habituellement, dans cette industrie-là, un très très bon signe. Ben, c'est un bon talent à avoir en tant que producteur, mais c'est aussi parce que certes, les anciens réalisateurs des films d'X-Men étaient turbulents. Ouais, ben, mettons, les réalisateurs de films de X-Men qui ne sont pas Matthew Vaughn, mettons. Oui, mettons, là. Puis, tu sais, il trippe peut-être ses jumeaux un peu. Là. Ouais. Tu sais, il était très turbulent et parfois même pas assez lucide pour être sur un plateau de tournage. Moi, j'ai entendu dire diriger à partir d'une roulotte. Ouais, ben, Simon Kinberg... Lui, il rentrait à la shop, puis il faisait la job pour lui, puis il réécrivait des scènes on the spot pour que les acteurs soient plus satisfaits de ce qu'il avait à faire, des affaires comme ça. Fait que lui, peu importe tu penses la qualité de son X-Men ou des films qu'il y a eu auparavant, cet homme-là, il a patché beaucoup de trous.
jadis. Puis il est aussi, il est coproducteur des films de la trilogie de Poirot de Kenneth Branagh, c'est tout de même des gros films. Il travaillait sur The Martian. Il travaille sur The Martian de Scorsese? Ouais. De pas Scorsese, pardon. De Ridley Scott. De Ridley Scott, OK. Il y a aussi... tu vois, il a co-créé Rebels, puis il était encore dans la machine de il n'y avait pas besoin de co-créer un cartoon qui allait passer sur... ABC Family Channel, whatever, DX, Disney. Whatever. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas besoin de faire une affaire là, mais c'est clairement parce qu'il voulait rentrer dans le shop de Star Wars parce qu'il aime Star Wars. Ça garantit pas que les films vont être bons, mais il est un gars qui fait que les choses se concrétisent, puis c'est ça qu'ils ont besoin en ce moment du côté de Star Wars de Disney, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu un film de Star Wars, que là, ça devient quasiment... Le monde sont comme... Y a-tu encore quelqu'un à la shop? Il y a Randor 2 là, qui s'en vient. Là. Regarde, justement, je voulais annoncer ça. Juste avant, juste te poser une petite question. Ouais. Toi, par exemple, juste pour le futur de Star Wars, je sais pas si t'es un fan, on n'a jamais... Moi, j'aime Star Wars. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux qu'on se projette dans le futur ou on reste encore dans l'alentour, dans la banlieue du Skywalker Saga? Je trouve que moi, ça m'intéresse pas particulièrement. Et donc, tu veux on se projette dans le futur? Je pense qu'il va toujours avoir une affaire de l'Empire. Je pense qu'il faut tout le temps qu'il y ait une genre de nouvelle forme de l'Empire contre une genre de résistance. Et parmi cette résistance-là, si tu fais un film de Star Wars, tu veux l'aspect spirituel des Jedi qui s'y mêlent. Puis ça, je pense que faire des films de ça, tu peux en faire encore plus qui n'ont pas besoin de ressembler tant que ça à ceux qui ont déjà existé. Puis ça pourrait être ça, mais pour ce qui est de Skywalker, je pense pas que c'est nécessaire d'avoir... Faut que ça peut être dans le background, mais que ça soit comme l'affaire la plus importante. Je trouve que un petit peu plus d'effet que d'en avoir en masse, justement comme dans Rise of Skywalker, de tout ramener ces bonhommes-là. Pour moi, c'était une erreur, c'était terrible. Fait que tu peux en avoir comme dans le background. Même Babu Frick. Babu Frick, lui, il est pur, man. Il faisait juste exister, il faisait juste vibrer. C'est notre petit Bouddha national, toi. Là. On peut ramener Babu Frick et plusieurs représentants de sa culture, race, de sa race, des petits vaisseaux à leur taille. Christy. Ça serait merveilleux. Babu Frick de series. Mais tu vois, Babu Frick, il est pas dans la saga Skywalker, là, il fait juste exister. Mais... non, je pense que ce serait le fun qu'il y ait ça, qu'il peut en faire d'autres, mais tu sais, il faut que tu renouvelles ça, que tu fasses une nouvelle version de ça. Puis, une genre de nouvelle version de ça qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps, qui revient le 22 avril 2025. Hey, c'est dans pas long. C'est dans pas long. Je suis content, man. Andor saison 2. Oh, c'est tellement bon. Andor, tellement hâte. Tony Gilroy. Mais là... Là, on va avoir des sauts temporels. Là. Ça sera pas dans la même période. Là. On va sauter dans le temps. Je pense que ce qu'il a dit, c'est que de la même façon que la première saison d'Andor, comme chaque 3 épisodes est comme son propre mini-arc ou même son propre film, chaque 3 épisodes va être comme quelque part 1 an jusqu'à ce que ça s'ascende à Rogue One. Rogue One, ouais. Mais tu vois, comme là, je suis sûr que Tony Gilroy doit en avoir, ma foi, plein son casque de faire du Star Wars. Quoique, mais moi, avoir été Kathleen Kennedy, j'aurais pitché à la cagnotte. Puis comme les 3 prochains films sont tatoués, Tony. Là. Écoute, j'en ai. Moi, j'étais pas particulièrement excité à l'idée d'avoir un prequel à Andor. J'ai bien aimé Andor, mais je me disais, qu'est-ce qu'on peut raconter dans ce. Puis finalement, on m'a rappelé que j'avais pas rapport, qu'il fallait que j'attende de le voir. Et t'enlèves je l'ai déjà dit, t'enlèves le logo Star Wars sur Andor, puis c'est du bon sci-fi, série de sci-fi qui se passe dans un futur où il y a un gouvernement despote. C'est excellent. Quelque chose qu'on pourrait jamais vivre ou relate en ce moment. Non, puis qu'il arrivera. Qui arrivera jamais. Jamais. L'arc de la prison est l'affaire la plus anxiogène que vous allez vivre. C'est incroyable. Puis là, tu travailles. Ah oui, c'est du Star Wars en plus. Si par cynisme, vous n'avez pas écouté Andor, garochez-vous avant la saison de la saison 2. La sortie de la saison 2, ça vaut excessivement la peine. Fait que c'est ça. Petit truc avant de passer au sujet de la semaine, on va prendre une petite pause entre-temps, mais je voulais parler d'une série que j'ai écoutée sur Netflix durant le week-end, parce que moi, j'aime ça, le schlock
de true crime. J'aime ça le schlock de paranormal, quoique j'ai beaucoup, beaucoup de réserves parce qu'en tant que consommateur de longue date de ce genre-là, je l'ai déjà dit, mais ma recette pour être intéressé par une série, c'est non seulement les éléments narratifs, ce qu'on va amener qui est nouveau, mais aussi le traitement, disons, plus artistique, le côté plastique de la chose. Donc, vous pouvez me resservir une histoire que j'ai déjà entendue 1000 fois, mais si l'approche esthétique est intéressante, je vais être à l'écoute, je vais être un bon auditeur. Ça peut être autant du true crime que du paranormal, je me sens un petit peu dans le même créneau, et c'est pour ça que j'aime la nouvelle mouture des Unsolved Mysteries, quoique la dernière partie, celle qui est sortie en octobre, pas très bonne. On a perdu un petit peu la magie dans la dernière partie. Donc j'ai écouté, bien sûr, du grand truc intellectuel ce week-end, Yannick, j'ai écouté de Manhattan Alien Abduction. Oh yeah, Netflix, oui. Le poster qui, ma foi, on voit un gratte-ciel avec une lumière en haut. J'ai été interpellé par cette image, mais j'ai pas encore cliqué dessus. On partage peut-être le même algorithme de Netflix. Réalisé par David Vernon, 3 épisodes, environ 1 heure chaque épisode, qui raconte les événements, et là je mets des gros guillemets radiophoniques, de Linda Napolitano, qui est une New-Yorkaise qui, en 89, prétend avoir été enlevée par un extraterrestre qui, en fait, une soucoupe volante qui l'aurait aspiré tout droit de sa fenêtre au-dessus de Manhattan. Donc, supposément, il y a 20 témoins qui auraient rapporté avoir vu la même chose. Et là, on implique même le secrétaire général des Nations Unies à l'époque, puis ses gardes du corps, puis tout ça est lié à une figure qui a déjà été assez importante dans l'ufologie, un certain Bob Hopkins, qui est en fait un gars qui est un artiste à la base, qui vivait à New York et à un moment donné a eu un certain intérêt. En fait, il a été traumatisé par la diffusion de Orson Welles de c'est quoi, c'est The War of the Worlds. War of the Worlds dans les années 40, 30 même. Et il a eu toujours un intérêt pour les extraterrestres. Et donc, à un moment donné, il a commencé à hypnotiser les gens sans être de formation, il n'y a pas de formation de médecin ou de psychologue ou rien, et de retracer ce qui pour lui, des expériences réelles d'enlèvement extraterrestre. Là, je vais juste mettre plusieurs bémols par rapport à ça. Là. C'est pas vrai. Ça a été démenti depuis longtemps qu'on a accès à des souvenirs enfouis par l'hypnose. En fait, des souvenirs qui sont traumatiques restent habituellement souvent à l'avant-plan, puis on peut pas s'en débarrasser. C'est tout à fait le contraire. Et c'est très facile pour quelqu'un qui est en position d'autorité, quand tu es quelqu'un qui hypnotise, de sous-entendre des choses, surtout quand ces choses-là sont connues dans la culture. Si je te demande, Yannick, de décrire un enlèvement extraterrestre, il y a des chances que tu racontes la même histoire que moi. Ben, d'ailleurs, la dernière fois que je suis venu à l'émission, on a parlé de House of the Unholy de Ed Brubaker, qui avait ça, mais avec la panique satanique Exactement. des années 80. Ça fait partie de l'intrigue sur comment ça, c'est quelque chose qui n'est pas exactement fiable. Et qui est cyclique, d'ailleurs. Ça revient en ce moment. On le voit. On a parlé quand tu es venu la dernière fois. C'est vrai. Donc, il y a des histoires pour... Qu'importe les raisons sociologiques, psychologiques, restent dans l'inconscient collectif, qui sont racontées de différentes façons depuis longtemps. Les extraterrestres en font partie. À une certaine époque, c'était les démons ou les fantômes ou qu'importe, puis on mélange tout ça. Quand je disais que j'aime ce genre de sigle-là pour l'approche narrative et plastique, je vais vous dire une chose. J'ai beaucoup aimé The Manhattan Alien Abduction pour le côté plastique. Parce que c'est une belle série. C'est beau. On a trouvé une manière de refaire des récréations de scènes, de mettre les différents principaux intervenants dans des décors magnifiques. T'sais, le montage est le fun. On y retire un sens. Puis c'est une belle ride. Mais c'est pour moi là où le divertissement doit faire face aussi à la réalité. Et la réalité, c'est que cette histoire-là ne tient pas la route si vous grattez. Et malheureusement, on n'offre que très peu de place à la science puis aux recherches de gens qu'on a faites. Il y a du monde qui ont débunké cette histoire-là depuis très, très, très longtemps. Une des principales, comment je pourrais dire, collaboratrices du documentaire, c'est une certaine Carol Rainey, qui était à l'époque la femme de Bob Hopkins. Et elle est rentrée en conflit, en fait, avec Linda Napolitano et son ex-mari, parce qu'elle s'est rendue compte que c'était de la merde. Et elle a essayé de le convaincre, d'essayer de faire voir la vérité, Bob Hopkins, puis il n'a jamais voulu, il était trop impliqué dans cette histoire-là. Et c'est principalement la série présentée comme un conflit entre elle et la prétendue enlevée. La réalité, là, c'est que les faits, même si on les présente là, au même niveau, là, les preuves vont pas dans le sens de Napolitano. Et il y a des éléments que moi, je connais pour connaître l'histoire, qui n'ont pas été présentés, puis on finit la série sur une espèce de « Mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. C'est une belle ride. C'est vraiment bien fait. C'est un beau cadeau. C'est bien emballé. » Mais, encore une fois, on laisse trop la porte ouverte aux extraterrestres.
Puis ça me gosse. Parce que, est-ce que les extraterrestres existent dans l'univers? Probablement. Est-ce qu'ils viennent? J'en doute fortement. Puis s'ils viennent, ben, il faut des preuves au niveau des déclarations. Puis c'est ça, j'aime ça quand on me sert des séries comme ça, mais il me manque mon côté, hey, le réel, l'objectif, là. Montre-nous les choses comme on les connaît, là, comme le tangible. Puis c'est ça qui manquait dans la série. Mais je pense que c'est une bonne aide si vous êtes renseigné puis vous savez dans quoi vous embarquez. Ça fait du sens? Absolument. Fait que si t'as le poster, t'as stimulé, t'as tenté, t'as comme titillé l'intérêt, vas-y, mais sache que l'histoire est beaucoup plus large derrière. Puis que... Il y a tout de même un éventail de documentaires de Facebook de Netflix. Facebook, de Netflix qui me gratte, que je veux regarder à un moment donné, mais faut que j'écoute mes films noirs en novembre, j'ai pas le temps de oui, c'est ça que tu as dit ça avant l'émission. Je sais pas, c'est quoi ça? T'as écouté des films noirs? C'est des films de détectives noirs? Écoute, Benoît, je suis content que tu me le demandes. Ben oui, c'est quoi cette tradition? Mais là, premièrement, c'est quelque chose qu'on fait au Veilleur de vue à chaque novembre. On fait le mois de Noir-Vembre, qui est une célébration, ma foi, du film noir, qui a été inaugurée en 2010 par une chroniqueuse de cinéma qui s'appelle Maria E. Gates. Puis c'est ça, c'est juste, regarde, au mois d'octobre, t'écoutes des films d'horreur tout le mois. Ouais. Film noir, Noir-Vembre, t'écoutes des films noirs tout le mois. Et là, j'ai commencé mon périple, là, je pense, écouter peut-être mon 12e ce soir. J'essaie d'en écouter pas peut-être un à chaque jour, mais au moins un pour chaque jour du mois. Puis, ben, c'est ça, le film noir, c'est un courant qui a été comme... Très populaire dans les années 40, 50. Oui, mais qui a été comme... Tu sais, c'est les Français qui ont inventé ça, genre. C'est les Français qui ont fait comme... Ah ouais, le film noir, c'est l'affaire que les Américains font, là. Ils ont comme regardé comme une grosse slice de cinéma des années 40, 50, puis ils ont dit comme... OK, ça, c'est les films noirs. Puis ils ont établi cette théorie-là. Puis le film noir, c'est essentiellement... c'est des films qui ont un monde... oppressif ou paranoïaque dans lequel évoluent des protagonistes qui sont coincés par leurs circonstances. Tu sais, comme il y a beaucoup de films policiers que tu sais, c'est juste un policier, c'est sa job d'enquêter sur quelque chose. Mais là, c'est un film noir sur quelqu'un qui est pogné par les circonstances. Ça peut être des fois un détective qui est amené dans une affaire et il y a souvent, justement, il y a beaucoup de ces films-là qui ont été réalisés par des réalisateurs européens qui venaient d'émigrer aux États-Unis. Fait qu'il y a de l'expressionnisme allemand dans les ombres. Fait que c'est super stylisé. Et il y a aussi souvent des femmes fatales. Oui, la fameuse femme fatale. Qui amènent les hommes dans des circonstances, dans les circonstances des intrigues, mais que ces femmes-là sont aussi, dans le fond, victimes de tout ça, puis essaient de s'en sortir aussi. Ouais. Puis, mais moi, une affaire que j'ai trouvé intéressante, c'est que j'ai commencé à plonger dans le film noir pendant la pandémie, pendant comme le lockdown, puis c'est une des meilleures idées que j'ai eues, un des meilleurs choix de consommation culturelle que j'ai fait parce que j'ai adoré ça. Puis, tu sais, j'ai réalisé à quel point, tu sais, mettons, Batman The Animated Series, c'est une série de faits. C'est basé là-dessus. Absolument. Captain Crusader aussi qui est sorti récemment, c'est ça aussi. Davantage. Il y a aussi, tu sais, comme Roger, Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un film noir pour qu'un enfant peut comprendre. Tu sais, c'est toutes ces affaires-là. Puis il y a beaucoup d'aspects, l'aspect paranoïaque, puis aussi beaucoup de la cinématographie de X-Files est très noirée aussi. C'est vrai, les premières saisons sont beaucoup... Puis je sais pas si c'est un élément officiel, mais l'underdog contre le système, l'underdog contre le courant, l'underdog contre l'État. Puis qui peut jamais véritablement gagner. Exactement. Fait que ça, fait que là, dans le mois de novembre, j'en écoute un à chaque fois. Ce soir, je vais écouter probablement... Devil in a Blue Dress, qui est un néo-noir, vu qu'il a été fait dans les années 90 avec Denzel Washington. Mais bref, c'est une collection. Là, sur Criterion, justement, ils ont plein de films noirs. Ils en ont des japonais, ils en ont de différents endroits. Mais là, ils ont comme un film noir essentiel avec une variété qui sont présentés. Que si vous êtes membre du Criterion Channel, je vous invite à aller voir ça. Puis moi, justement, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis là, comme s'il y en a, je pourrais recommander, mettons, il y a Billy Wilder qui a fait Double Indemnity, puis Sunset Boulevard, qui sont deux... Sunset Boulevard, c'est malade. Ouais, bon, ben, tu vois, ça, c'est parce que ça commence par le voice-over de quelqu'un qui a été assassiné, puis qui raconte
les circonstances duquel il pouvait pas s'échapper, qui l'a amené à sa mort, puis à cause de ses propres failles, ben tu vois, ça c'est très film noir. Fait. Puis il y a un lien à faire entre Sunset Boulevard et la EW. Ben oui, ben regarde, Tony Storm. Tony Storm, qui justement qui incarne beaucoup Norma Desmond. Exactement. Un peu de Norma Desmond. Et fait que ça, il y a Double Indemnity, il y a des affaires aussi comme bien sûr Casablanca, c'est un peu un film noir. Il y a Maltese Falcon avec Humphrey Bogart, mais aussi Grim Fandango. The Big Sleep. Ben ça aussi, tu vois, c'est un style visuel qui est tellement comme graphique, qui est très comic book-esque. Yes. Comme tu peux voir que plein d'artistes sont basés là-dessus pour faire des cases. Fait que moi, c'est visuellement graphique. C'est aussi un genre de film avec beaucoup des one-liners puis une façon de parler qui est très typée, qui est très intéressante. Fait que là, moi, je peux en écouter sans arrêt. Puis ma foi, c'est ça que je fais. T'as-tu commencé à parler de comme dans tes films noirs, puis comme tu gosses ta blonde? Hey, see. Hey, see. doll. Hey, see. Hey, doll. We gotta got the heaters. And ben justement aussi, comme je suis en train de me rattraper dans The Penguin, mais tu sais, comme Colin Farrell, son trip de The Penguin, c'est de le jouer comme un mafieux des années 40. Là, okay. Hey, you guys! Puis c'est ça qui joue, puis c'est aussi ça qui incarne un peu dans la magnifique série Sugar sur Apple TV, qui était aussi très noire. Encore, ça. Trop d'affaires à écouter. Ben, il y a beaucoup de... Regarde, on va en avoir jusqu'à la retraite. Puis une fois qu'on va avoir la retraite... Ben, tu penses qu'on va avoir une retraite, toi? Ben, j'avoue que j'ai été très naïf. Oui, là-dessus, tu viens de te planter. Fait qu'en attendant... La fin. Quand on parle de la retraite, et par ça, je veux dire le week-end, la petite retraite. La petite retraite, on peut écouter un film noir. Tant qu'il ne l'enlève pas. Mais oui. Hey, merci Yannick. On va prendre une petite pause juste avant. Je vous rappelle qu'on a un SpeakPipe. Si vous voulez laisser un message vocal comme Louis-Carl, le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez laisser une question, commentaire, suggestion de lecture, whatever. Quelque chose que vous avez vu, vous avez aimé, quelque chose dans lequel on s'est trompé, vous n'êtes pas d'accord. Laissez un petit message vocal. On va passer ça à l'émission. Sinon, on a également un Patreon, c'est comme ça qu'on garde les lumières allumées, puis en échange de votre contribution Patreon, qui est l'équivalent d'un café par mois, on vous offre 2 shows, Bifurcation. Là, on disait qu'on avait fini le cycle dédié à Tim Curry, mais là, on en fait 2 autres. On fait Scary Movie 2, et on fait le film de Ritual, qui est comme un film dans les films de Tales from the Crypt, que personne n'a vu, qui est disponible sur YouTube depuis 2014, me disait mon ami Rémi Fréchette. Donc, le distributeur s'en calisse. Donc, allez le voir, là, il est gratos. Et on fait aussi Terre humaine chez Isidore, le podcast Slow Podcasting, j'appelle ça du Slow Podcasting, sur la télésérie Terre humaine, qui est une série québécoise. Je pense pas que vous avez besoin de l'avoir vu pour vraiment apprécier. C'est animé par Simon Chénier qui fait Les Mystérieux, Étienne Forêt qui est dans des Sidérés et sa comparse Gabrielle Isa-Collard. Et c'est, ma foi, unique dans l'univers du podcast. L'épisode numéro 33 est disponible sur le Patreon des Mystérieux Étonnants depuis le week-end dernier, depuis dimanche. En échange également de votre contribution, on vous donne accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Imaginez, c'est comme Internet, mais sans trou de cul. On parle de films, de plein de trucs, de BD. On vous offre nos listes de lectures les plus récentes. On écoute des films et de la lutte. Yannick écoute des films de noir. Nous autres, durant novembre, on va écouter des films de Adam Sandler. Ben oui. Parce qu'on est rendu là. On a dit fuck tout. On est là. Donc, on va écouter ça les mercredis avec Benji. Si vous abonnez au Discord, au Patreon, des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi à travers la plateforme et je vais vous envoyer directement le lien. Votre don fait en sorte également qu'on produit Terre Kaiju et Noël chez Isidore. Il y a un épisode qui est disponible depuis 2 semaines, l'épisode 78. Et là, la période des fêtes s'en vient. Fait que j'imagine qu'ils vont en faire d'autres. On est disponible sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. On n'est pas de Google Podcasts, c'est YouTube Music maintenant. Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants est sur notre site internet. On est également sur les autres plateformes de bullshit, le Facebook, Instagram, puis même X, quoique c'est vraiment sur Discord qu'on est actif. C'est là que ça vaut vraiment la peine d'investir dans le void des internets. C'est sur Discord. On va prendre une petite pause. On revient avec la BD qui est le sujet de la semaine. Whatever Happened to the Fantastic Four. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Marvel Comics, Whatever Happened to the Fantastic Four de Ryan North et de 2 dessinateurs, Iban Coelho, qui fait le numéro 1 à 4, Ivan Fiorelli, du numéro 5 à 6. Donc, c'est le premier volume de la série de Ryan North sur les Fantastic Four.
Est-ce que tu veux te tenter, Yannick, de résumer l'histoire pour les gens qui sont à la maison? Oui, c'est les 6 premiers numéros de la run de Ryan North qui continue jusqu'à ce jour, qui est tout de même un pas pire succès. Qui d'ailleurs aussi, je veux dire, qui est en numéro singulier, décoré de très belles pages couvertures de Alex Ross. Génial, Je trouve que dans les 4-5 dernières années, Alex Ross, il a comme pogné une autre coche en tant que cover artist. Oui, puis il fait des affaires plus funky. On dirait qu'il est plus attaché à faire des scènes réalistes. Il fait juste peindre des affaires funky avec son style réaliste, puis il a jamais été aussi bon, à mon avis. Un style qui rappelle beaucoup sa série de Fantastic Four à Alex Ross qui a fait, je pense, c'est Full Circle, ça se peut-tu? Où il était vraiment dans l'expérimentation, puis surtout au niveau des couleurs, puis de la mise en page. Donc, il reprend ça pour les couvertures de la série. Oui, c'est ça, puis c'est ça, c'est vraiment funky, c'est coloré. Pour la série en tant que telle, dans ces 6 premiers chapitres-là, on suit les membres des Fantastic Four qui sont séparés. On a Ben Grimm, The Thing, qui est avec sa femme Alicia, on a, qui se promène de par les États-Unis seul, et on comprend qu'il y a comme un mystère qui semble avoir comme déchiré semble trop dramatique, mais qui a vraiment comme écarté les Fantastic Four, puis qui veulent comme plus rien avoir l'un avec l'autre ces temps-ci. Ensuite, on suit Johnny Storm qui a adopté une identité secrète. Quoique pas très secrète. Tout de même maladroite, alors qu'il travaille dans un genre de Best Buy à New York. Ouais. Et en même temps, on a Reed Richards et Sue Storm qui, eux aussi, voyagent à leur bord par le pays. On comprend qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé à New York, qui a laissé un trou, un cratère béant au milieu de la ville où il y a le Baxter Building. Et c'est ça qui a amené un peu à la friction dans le groupe. Mais chacun de leur côté, ils ont des aventures stand-alone de science-fiction extrêmement charmantes. Across America. Exactement comme Ben et Alicia, ils vont dans une ville qui semble éternellement pris en 1947, qui reset à chaque jour, puis essaie de trouver qu'est-ce qui est arrivé, puis essaie de résoudre ce mystère-là. Johnny, qui lui, dans sa job au Best Buy, essaie de se battre contre les iniquités sociales de cet établissement-là. Et éventuellement, les personnages comme les courbes, leur chemin se croisent, puis ils en viennent à une certaine paix pour essayer un peu de régler leurs problèmes, puis s'assembler à nouveau face aux différentes choses étranges qui peuvent arriver, puis que seuls les Fantastic Four peuvent combattre, des menaces science-fictionnelles vraiment exagérées. Oui, c'est vraiment ça. Pour moi, les Fantastic Four, ce qui a toujours été l'intérêt, c'est leurs aventures wacky de science-fiction impossible, une science absolument impossible. Aussi, Sue Storm et Mr. Fantastic, qui est un peu à la manière d'Alicia et Ben Grimm, finissent dans un autre village. Il y en a des problèmes des villages, ça a l'air aux États-Unis, où en fait tous les habitants sont des Doombots, donc des robots créés par Dr. Doom, qui semblent remplir une mission qui est très mystérieuse. Là, vraiment, on est dans l'enquête pure. Là, tu parlais de Poker Face tantôt, la série de Ryan Johnson. On est un petit peu dans du Poker Face, je trouve, dans ces numéros-là. Je vous rappelle qu'on spoil dans la partie de l'émission, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée, on va sûrement tomber sur des éléments qui vont pas vous gâcher l'histoire, mais révéler des punchs. Donc, vous pouvez faire pause, revenir quand vous voulez. Fait qu'on plonge là-dedans. Brièvement, là, sans rentrer dans les détails, est-ce que tu as aimé, toi, Whatever Happened to the Fantastic Four? J'ai beaucoup aimé ça. Je trouve que tu sais, Ryan North, moi, je l'ai connu jadis de par Internet en lisant Dinosaur Comics, la bande dessinée, le webcomic qu'il faisait, qui était à chaque jour la même bande dessinée faite avec des clip art, avec un dinosaure, avec deux dinosaures, puis qui écrasent une maison, puis qui se parlent, puis il faisait juste changer le texte à chaque jour, puis il créait différentes histoires, différentes permutations, puis il a fait ça pendant vraiment longtemps. Peut-être qu'il le fait encore, je sais pas. Mais bref, c'est comme ça que je le connais. Puis je sais qu'il avait fait Squirrel Girl un moment donné. Oui, c'est vrai. Je l'ai lu longtemps, je pense qu'on l'a parlé en émission, oui. Puis là, qu'il fasse Fantastic Four, c'est vraiment le fun. Je trouve qu'il arrive de la meilleure façon, comme avec un couteau entre les dents, j'aime ces personnages-là. Je sais ce qui est drôle au sujet de ces personnages-là, puis qu'est-ce qui est leur relation, qu'est-ce qui est comme
émotionnel ou touchant. Puis il y a aussi clairement plein d'idées de patentes science-fictionnelles qui sont basées dans des morceaux de science que je sais pas à quel point ils sont crédibles, mais ils ont de l'air fucking crédibles. Dans la bouche de Mr. Fantastic. Dans la bouche de Mr. Fantastic, puis des idées qu'il y a. Il y a vraiment comme une pensée qui est plus comme « Hey, ce laser-là transforme le monde en cristal. » Fait que tout ça, tout est vraiment comme bien amené, léché. Puis j'apprécie aussi que moi, j'ai lu beaucoup de Fantastic Four. J'aime les Fantastic Four. Fait que qui commence le comic comme un peu hors du milieu des Fantastic Four, des affaires classiques à New York, puis tout ça, puis que sont séparés, puis ils ont puis on sait pas trop pourquoi non plus. Ils ont chacun leur aventure, puis mais que ça te permet de plus se concentrer sur certains duos de personnages. J'ai trouvé ça vraiment bien fait, tout à fait charmant. Puis j'avais pas encore lu sa run, mais regarde, j'étais abonné à Marvel Unlimited, donc je vais continuer, ma foi, parce que j'ai beaucoup aimé ça. Excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Je suis pas un grand fan des Fantastic Four dans le sens que je ne les connais pas beaucoup. J'ai lu la run de Hickman dans le temps où on était justement dans la reconstruction de l'équipe. On jouait avec les grands concepts. On joue encore dans les grands concepts ici, mais c'est plus comic book dans le sens le plus classique, là, de la science impossible, mais très... Il n'y a pas d'équivalent français, wacky, très loufoque. Puis c'est bien correct, ça colle très bien. Donc c'est un mélange. La série est quand même très légère au niveau du ton. Quoique le premier arche avec Ben Grimm puis Alicia, sa femme, la conclusion de leur histoire à eux, ça m'a vraiment touché. J'ai versé une larme. Ça m'a comme pris un peu de cours de la façon que ça s'est conclu. Mais sinon, j'ai full embarqué. Je pense pas qu'on a besoin non plus d'être très familier avec le canon des Fantastic Four pour bien se situer. Donc, si c'est une série qui pourrait vous intéresser, sautez à bord. Le train va pas très vite. Puis vous allez être en mesure de suivre sans avoir besoin d'avoir lu 50 numéros de Fantastic Four qui sont parus auparavant. Donc, bien structuré. Je t'avouerais qu'à partir du moment où l'équipe finit par se croiser puis se réunir, j'ai trouvé ça très verbeux vers les derniers numéros. Je pense un petit peu trop verbeux même. Ouais, il y en a tout de même pas mal. Mais sinon, j'ai trouvé qu'au niveau des dialogues, c'était bien dosé dans le reste de la série. Là, j'ai l'impression qu'ils voulaient boucler des boucles. Ils voulaient que les personnages se parlent, se confessent, qui échangent, puis savoir un peu où chacun se tient un face à l'autre. Donc, il y a eu des conversations qui étaient, selon moi, un petit peu trop longues. Mais l'histoire individuelle de Ben Grimm, sa femme, celle de Mr. Fantastic et de sa femme également, très touchante, très drôle, très intrigante. Il y a vraiment une histoire un peu à la Colombo dans ces deux histoires-là. Puis on commence fort, finalement, la situation terrible qui a fait que les Fantastic Four se sont dissous. Elle est terrible, mais elle n'est pas aussi dramatique qu'on le pense. Et quand il y a ce reveal, qu'on dévoile qu'est-ce qui s'est passé, tu fais, OK, c'est pas si pire en même temps. Non, il y a des gens qui ont été séparés de leur enfant, qui vont être séparés de leur enfant pendant 1 an. Oui, c'est terrible. Ce qu'on apprend, c'est que Reed Richards a eu une solution extrême pour sauver New York City d'une invasion extraterrestre. C'était une invasion de la Negative Zone de Annihilus et ses sbires. Puis ce qu'il a fait, c'est il a essentiellement manipulé une patente pour faire téléporter le Baxter Building et tous les environs un an dans le futur et téléporter les créatures de la Negative Zone direct dans l'espace. Puis la façon que la téléportation est arrangée, ça marche avec la rotation de la Terre. Fait que le Baxter Building puis tout ce bout-là de New York avec les gens autour vont réapparaître juste dans 1 an quand la Terre est exactement à la même position. Puis ils peuvent pas changer ça parce que sinon la Terre va pas être à bonne place ou tourner sur le bon angle ou des affaires comme ça. C'est pas un voyage dans le temps classique au sens dans ce temps-là où tu te réapparais à la même place, mais là, c'est lié à la rotation, comme tu dis. C'est ça. Puis que là, les gens qui ont disparu, d'autres, ils vont pas s'en rendre compte. Non, mais le monde autour, ils perdent, mettons, un membre de leur famille ou des enfants perdent leurs parents pendant 1 an. Des affaires comme ça. Puis ça, c'est arrivé parce que Reed Richards, fallait qu'il improvise vite. Il décrit sa solution comme étant novel. C'était une solution comme nouvelle, dans le sens que c'est pas testé. Et ça, ça l'a mis toute la foule de New York contre les Fantastic Four. Absolument. Puis là, ça l'a mis justement Ben et Alicia ont des enfants qui sont disparus là-dedans, qui vont apparaître. Les enfants même de Mr. Fantastic et Sue Storm également. Exactement. Fait que là, c'est ça qui a mené
Puis moi, ce que je trouve qui est vraiment bien là-dedans, c'est que je trouve que c'est, comme tu dis, c'est une tragédie qui est comme bien pitchée parce que elle est enrobée dans des affaires de science. Émotionnellement, c'est terrible, mais c'est pas la disparition définitive de ces gens-là non plus. C'est pas spirituellement terrible. Fait que ça garde ça à un niveau que le reste du comic est tout de même le fun et drôle. Puis la tragédie est capable d'être pesante, mais en restant dans le ton du reste de l'histoire, sans que ça soit une affaire comme Reed Richards a fait brûler tout le monde. C'est pour ça qu'ils haïssent. C'est vraiment bien dosé. Puis ça, c'est la force de Carrie North, parce que je trouve que dans toutes ces séries-là, il y a du cœur. Dans l'Arche de Sue Storm et Mr. Fantastic, dans Alicia Ben Grimm. Johnny Storm, j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas, c'est pas ma préf, là, mais je l'ai bien aimé. Puis cette conclusion-là, où on comprend qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois de ça, voire quelques semaines, s'il y a du cœur dans toutes les histoires. Je veux revenir 2 secondes pour celle de Ben Grimm et Alicia, qui ne sont pas des scientifiques. C'est pas Mr. Fantastic, c'est pas Sue Storm qui est rendu docteur d'un comic book. Comment ils réussissent à régler le problème? C'était des problèmes de cœur, messieurs, dames, qui déclenchaient ce loop dans le temps. Puis pour résoudre la loupe, c'est que finalement, la personne qui semble avoir un pouvoir latent décide d'aller de l'avant. Il donne une chance à la vie, Yannick. Oui, et ça, c'est très beau. C'est très beau. Il rencontre la vie, l'amour de sa vie, et on le voit accélérer sa dite vie jusqu'à sa mort. Puis c'est la façon que ça finit. T'sais, entouré de les siens, il a vécu sa vie, il a rencontré l'amour. Ça m'a vraiment marqué. Il y a un troc qui m'est rentré dedans. J'ai vraiment versé une larme. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on est là. Surtout que les pages qui précédaient, on était un petit peu dans l'humour, là, c'était comme la répétition de la fameuse loupe. On essayait d'expliquer à cet homme-là qu'il allait la déclencher, mais il n'y avait aucun intérêt à l'arrêter, puis il n'en était même pas conscient lui-même. Donc, en tout cas, qu'est-ce que tu allais dire? C'est comme OK, tu lis, puis c'est comme il nous sert un cliché de jour de la marmotte, mais là, quand il utilise cette même forme-là, c'est comme quasiment des 18 petites cases par page pour voir toute la vie qui se répète. Mais là, quand tu vois toutes ces 18 petites cases-là pour voir comment la vie de cet homme-là progresse, en effet, c'est vraiment touchable. C'est comme, oui, puis là, tu les regardes toutes, puis là, t'es très près, puis non, il a vraiment comme fait quelque chose. Sérieux de commencer comme voici mon statement sur cette série-là avec, tu sais, pas faire une affaire qui est comme ça finit avec une image d'une page avec toutes les 4 Fantastic Four en train de donner un coup de poing ou je sais pas quoi. Galactus, whatever. Ou c'est ça, aller à l'aventure, mais que c'est ce genre de science-fiction-là très humaine puis très drôle et sentimentale en même temps. C'est vraiment bien exécuté. Puis il se répète de façon, je dis ça, mais c'est pas négatif, quand il fait l'histoire avec les robots, les Doombots, qui sont en fait des robots qui eux autres même ignorent qu'ils sont des robots, puis on crée une société dans laquelle, de façon naturel, les vrais humains ont quitté le village. Donc, c'est juste des Doombots qui vivent dans cette ville-là. Ils vivent leur vie, ils mangent, ils meurent pour vrai. Puis comment ça se conclut, puis ça finit où ça a commencé dans un diner, dans un village anonyme, comme il y en a des centaines à travers les États-Unis. Encore une fois, je me suis dit, mon Dieu, je suis supposé être ému de même sur des Doombots, really? Je trouve qu'il est allé, dans les deux cas, il est allé chercher l'émotion. Il est bon. C'est bien amené. C'est bien fait. Ouais, ben, absolument, j'ai le goût ma foi, j'allais lire le 7e qui s'avère être aussi Fantastic Four numéro 700. Mais là, j'ai dit, OK, je vais attendre. J'ai pas regardé la série, elle est sortie quand? Ça a commencé en 2022. OK, ça fait que c'est pas si longtemps. Non, c'est encore comme nouveau, là. Okay. C'est encore neuf, là. Quand même, OK. Moi, j'ai comme pas envie d'en parler davantage. Je veux que les gens aient l'écouter, la lire. Peut-être juste, on peut conclure peut-être avec le dessin. Très début 2000 au niveau de l'approche. Je sais pas si j'ai pas aimé ça, mais je sais pas si j'ai aimé ça, par contre. Je trouve que c'est un petit peu plus polish que ce que tu dis, mais oui, je vois l'influence, là. C'est comme, c'est pas loin, c'est pas exactement comme du J. Scott Campbell, mais il y a comme un il n'y a pas assez de G-string pour que ça soit exactement, du J. mais il y a quelque chose de Disney-esque, de personnages sympathiques. La couleur aussi est vraiment belle. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça, l'art est très expressif. Il y a, dans le premier numéro, il y a dans le premier chapitre, si vous achetez le trade, il y a un bout où quand Ben Grimm, il se fait dire que la chambre d'hôtel est 3$ parce qu'ils sont dans les années 40, la face qui fait comme « Oh! » Il fait comme « Oh! Quel aubaine! » Il est comme trop content que ça coûte 3$. Ça m'a vraiment fait rire. Puis c'est pas au centre de la case, c'est vraiment juste à côté. Puis ça m'a fait rigoler. Il y a des bonnes... C'est vraiment un bon comic expressif. C'est pas un comic où mettons, ça dessine de la
à date de la technologie Jack Kirby à n'en plus finir. Non, c'est vrai. C'est plus du monde qui se parle constamment, puis ils se promènent dans le Fantastic Car, mais juste avec du gaz. Parce qu'ils n'ont pas de ressources, parce que leur compte en banque a été saisi par le gouvernement, donc ils n'ont pas de moyens, en fait, les Fantastic Four. Ce qu'ils ont habituellement, ils ont leur propre building, puis ils ont de l'argent. Là, ils n'ont aucun des deux. Mais juste pour revenir sur les expressions, c'est vrai que Johnny Storm, quand il est dans son identité secrète justement de gars qui travaille chez Best Buy, il a une belle petite moustache qui... moi, je me suis demandé si l'artiste s'est inspiré de... Ah merde, le réalisateur de Tropic Thunder, c'est qui déjà? Ben Stiller. Il a l'air d'un Ben Stiller en puissance. Un petit peu, ouais. Même son suit me faisait penser à Ben Stiller dans sa courte apparition dans Hubie Halloween, qui avait cette fameuse moustache à la manière d'un trucker. Il y a comme un peu de l'influence manga aussi dans sa pose. Pardon, excuse-moi. Mais sinon, non, c'est pas mon style d'art favori, mais je peux pas dire que c'est dégueu. C'est vraiment bien fait, c'est ça. T'as-tu des petits plugs à faire, Yannick? Tes podcasts, t'en as fait plein toi aussi. Là. Comme un gars blanc d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, pardon, comme moi, t'as 10 000 podcasts. J'ai 10 000 podcasts. Regarde, si on n'est pas en train de podder, sommes-nous en train de vivre? Exactement. C'est la question que je me pose chaque semaine. À chaque semaine, je fais les voyeurs de vue avec mon ami Alex Rose, qui a un nouvel épisode disponible à chaque samedi. Puis étant dans le mois de novembre, on fait justement Noir Vendre, que j'ai mentionné tantôt. Fait qu'on fait un film noir classique, un néo-noir et un film québécois aussi, un noir québécois, à chaque semaine. Et bien sûr, on parle aussi des nouveautés, comme justement, je vais peut-être parler de Conclave un petit peu. Des Popes. Puis de A Real Pain que j'ai vu aussi la semaine dernière. Sinon aussi, j'ai les contenus disques que j'ai fait avec mon ami Pierre-Luc, qui est disponible sur Balado Québec et autres plateformes de balado où on parodie et on se moque de la notion du contenu et du contenu en général. Sinon, j'ai une infolettre qui s'appelle Cartooniste Robuste, disponible à yannickbelzil.substack.com. Il y en a une nouvelle qui va sortir cette semaine, justement. Tes intérêts, ce que tu as trouvé, ce que tu as... les trucs qui m'intéressent. Si vous aimez quand je parle des affaires de nerd comme ça, ou mystérieuses, étonnant, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram ou même sur Blue Sky, ma foi. C'est quoi Blue Sky? C'est le nouveau Twitter, c'est ça? Ouais, ben ça fait un bout que ça existe, mais là, c'est là que le monde qui s'ennuie de Twitter... on fait un exode en masse et que pour une raison que j'ignore, ça l'a vraiment explosé dans la dernière semaine, récemment. Depuis mardi, mettons. Fait que c'est ça, si vous êtes sur Blue Sky, vous pouvez m'y trouver. Sinon, il y a aussi sur Letterboxd où que je log tous mes films que je regarde si justement vous êtes intéressé à mes opinions sur le cinéma. Et aussi, j'aimerais ça prêcher pour ma paroisse. Je travaille pour une petite compagnie qui s'appelle Tribute Games. On fait des jeux vidéo d'ici. Et en septembre dernier, on a sorti notre dernier DLC de Tortue Ninja, de Shredder's Revenge. Ouais, le jeu de combat inspiré de la fameuse série des années 80. C'est exact. Qui s'appelle Radical Reptiles. Un petit 4$ pour jouer avec 2 nouveaux personnages. Donc, on est très fiers. Et c'est pas mal ça. Excellent, c'est déjà pas mal. Déjà excellent, c'est déjà pas mal à faire. Moi, c'est ça. Vous savez exactement qu'est-ce que je fais. Là. Je joue pas mal sur Discord, donc si vous voulez me chercher, j'y serai, surtout dans les prochains jours. Il va y avoir un spécial de Noël et Mystérieux Étonnants. J'ai pas encore la date, malheureusement. Je vais vous confirmer ça prochainement, assez rapidement. Et aussi, en fait, j'ai une affaire à plugger parce que ça a été annoncé récemment. Puis demain, la vente pour le public va s'ouvrir. Je vais encore une fois cette année participer à l'événement de McFly Event de notre ami Jarrett Mann, celui qui est à Space également. Une projection en français du Sapin des boules avec des acteurs entre guillemets radiophoniques, là, parce que moi je suis pas un acteur mais j'y participe, où on refait des scènes alors que le film sera diffusé en même temps. C'est la première fois qu'on va faire 2 représentations. Donc, il va y avoir une représentation le vendredi 20 décembre et le samedi 21. Mais déjà, on a fait une prévente autour, dans un cercle fermé et il y a énormément de billets qui ont été vendus. Donc, cette année, je pense pas qu'officiellement ça a été annoncé sur les médias sociaux, fait que je le dirai pas. Mais ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a un invité qui va débarquer de LA. Puis ça, c'est pas une blague, pour assister aux projections. Fait que manquez pas ça. Et il y a un lien avec le film, mais il y a un lien avec le Québec aussi. Ça va pas être Chevy Chase. Ah, est-ce que ça va être Chevy Chase? Ben, la présence de Chevy Chase pourrait peut-être rebrousser de certaines personnes. Je ne peux surtout qu'on a invité Dan Harmon. Ah, sacrément. Et la hey boy. Donc... Peux-tu croire que vous l'avez fait 2 soirs de suite? Oui, c'est ça. Donc, allez, achetez-vous billets maintenant. C'est pas mon projet à moi, c'est le projet à Jarrett, mais c'est quelque chose qu'on fait depuis... ça va être la 3e fois. On l'avait fait avant la pandémie. On l'a refait l'année passée. Puis c'est complètement ridicule. Comment je peux dire ça? C'est du gros
gros fun. Le monde qui assiste ont le même enthousiasme que ceux qui assistent aux projections du Rocky Horror Picture Show. C'est juste qu'ils ont peut-être plus de sweater on, contrairement à de Rocky où est-ce que le monde sont à moitié à poil. Mais c'est une grosse fête, puis c'est devenu comme une tradition. Donc, même si vous avez assisté à la projection l'année passée, ou il y a 4 ans avant, ou il y a 3 ans avant, venez faire un tour, ça va vraiment valoir la peine, entre autres parce qu'on va avoir notre invité mystère. Qui est peut-être pas Chevy Chase, mais peut-être que c'est Chevy Chase. C'est beau. OK. Faites attention à vous autres, on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye. Ciao.